Bonsoir, c'est une sorte de voyage en terre inconnue qu'on vous propose ce soir dans Complément d'enquête, voyage au pays des règlements de compte, de la drogue, des caïds, voyage au pays de ces apprentis voyous de plus en plus jeunes et surtout de plus en plus prompts à utiliser des armes automatiques. Et puis voyage avec des voyous plus aguerris qui ont accepté de nous montrer comment ils procédaient dans leur trafic. Nous serons de leur côté, nous serons du côté des policiers pour essayer de comprendre ce milieu, ses évolutions, son mode de fonctionnement, ses codes et aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles il est devenu de plus en plus violent. Alors pour commencer cette émission, nous avons choisi de nous installer ici, dans cet endroit mythique. C'est le quai des Grands Augustins, mais c'est surtout le 36 quai des Orfèvres derrière moi, c'est-à-dire le siège de la PJ parisienne. Nous recevrons ce qu'on appelle des beaux mecs. Michel Lepage, c'était l'un des membres du gang de la banlieue sud. Il vient de sortir de prison, il nous racontera pour la première fois son histoire. Nous recevrons le maire de Sevran qui s'inquiète de la progression du trafic de drogue dans sa cité. Et puis le patron de l'Office central de lutte contre le crime organisé. Caïd, les nouvelles règles du milieu, c'est donc le thème de ce 168e numéro de Complément d'enquête. À Marseille, nous avons passé une semaine avec les flics de l'évêché au cœur des enquêtes entre braquage et assassinat, le quotidien des hommes de la PJ. On peut le qualifier de scène de crime propre parce que, effectivement, on n'a pas des impacts de partout. On peut penser qu'on a affaire à du banditisme avéré qui a l'habitude comme le bon artisan, d'utiliser ses outils avec efficacité. Des policiers confrontés à la guerre des gangs qui déchirent le nouveau milieu marseillais. La personne sur laquelle les enquêteurs vont devoir travailler, c'est un gamin de 17 ans, de 18 ans, de 20 ans. Ça, c'est réellement nouveau. C'est incroyable. Il est magnifique. Avec Karim, nous partirons ensuite pour un voyage à risque au plus près de la mafia des faux monnayeurs. Enquête sur cette filière italienne qui inonde les banlieues françaises de faux billets. Comment opèrent les trafiquants? Quels risques sont-ils prêts à prendre? Le plus dur, c'est de trouver les bons contacts et d'avoir confiance. Parce que tu peux finir dans un fleuve à Milan ou dans du béton. Vous découvrirez comment nous sommes parvenus à infiltrer un authentique réseau de trafiquants et à recueillir les confessions de ces truands. Après les voleurs, les gendarmes. Reportage exceptionnel avec le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale. On se dit que ça peut tirer. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qu'on est là. Go fast, planque et filature. Après des mois d'enquête, vous assisterez en direct à un énorme coup de filet, le démantèlement de tout un réseau de trafic de stupes sur la Côte d'Azur. C'est une voiture familiale d'aspect. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un V6. Donc c'est un véhicule qui peut monter jusqu'à 245 km/h. Enfin, complément d'enquête sur ces règlements de compte à l'arme lourde qui se multiplient entre les gamins des cités. Pourquoi ils avaient une arme? Pour jouer les durs. Enfin, des durs si on veut. Attendez, au tribunal, ils pleuraient tous, comme des bébés. Ils ont entre 15 et 20 ans et comme dans les films ou les jeux qui les fascinent, ils n'hésitent plus à s'entretuer pour le contrôle du deal au pied de leur immeuble. Voilà, on va donc commencer par un reportage de Jérôme Berman dans un instant sur la police judiciaire à Marseille, confrontée à des règlements de compte. Alors, vous êtes avec moi, on ne vous connaît pas, vous appelez Michel Lepage. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien du gang de la banlieue sud. Il y en a qui disent que vous étiez le chef. Non, que la police disait que j'étais le chef. La police disait que vous étiez le chef, mais les policiers sont souvent mal informés. Le 36 ici, vous connaissez? Oui, malheureusement. Ouais. Malheureusement, vous étiez du mauvais côté du bureau, côté voyou. Côté voyou, ouais. Bon, vous y avez passé des heures d'interrogatoire. D'interrogatoire, ouais. Voyou, c'est un métier ou c'est quoi? Pourquoi on fait ce métier-là? Voyou, pour l'argent, simplement pour l'argent. Moi j'ai commencé comme ça, pour l'argent. J'ai commencé jeune, malheureusement, pour l'argent, et j'ai continué pour l'argent. Et on est fasciné, il en faut toujours plus. Le train de vie augmente, donc c'est le train de vie qui commande, quoi.
D'accord. Mais après, il y a la prison. Vous avez fait 23 ans, mi bout à bout. Presque 25, oui. Presque 25 ans de prison. Donc on va parler de tout ça dans un instant, puis vous nous direz un petit peu votre histoire, comment vous avez commencé, etc. Vous avez écrit un livre, on va en parler, c'est en prison, vous venez de sortir, et c'est la première fois, et merci d'ailleurs de nous accorder cette interview, c'est la première fois que vous parlez de votre histoire à vous. Mais on regarde d'abord ce reportage, il est sur les règlements de compte, alors vous direz comment ça se passe, comment on se fait respecter dans le milieu. Les règlements de compte de plus en plus fréquents, ça se passe à Marseille, et c'est devenu, je dirais pas l'obsession, mais en tout cas la préoccupation du moment pour les policiers. C'est un reportage de Jérôme Bermin, de Régis Maté et d'Olivier Broutin. À Marseille, chacun son petit train-train. Celui des touristes et celui de l'évêché à la police judiciaire. Un coup de fil fait basculer cette journée jusque-là tranquille. C'est exact, vous pouvez me la répéter? Dan, identifie-moi. ZZ. On a une identité ou pas pour l'instant? J'imagine que non, pas d'identité. D'accord. Ça vient de se passer, donc je pense que le blessé grave pour l'instant il est toujours sur place. Toute la brigade se met en branle. Olive, on prend le groupe d'alerte, montant aussi. Vous dites à Valérie parce que... Nadir Nemouchi, 37 ans, est le chef de la crime. Non, je lui ai laissé un message, mais il faudrait... À droite, Philippe Albran, 44 ans, son adjoint. Si les deux patrons se déplacent ensemble, ce n'est pas pour rien. Encore une fois à Marseille, la poudre a parlé. Alors là, on va sur le secteur du 3e arrondissement de Marseille, en périphérie d'une cité qualifiée sensible. D'instinct, ils sentent qu'il s'agit d'un règlement de compte. 15 jours auparavant, un parrain des quartiers nord est tombé. C'est peut-être la revanche. On a très peu d'éléments pour le moment, mais on n'exclut pas que ce soit un possible match retour. En général, quand on a certains gros voyous qui tombent, il faut s'attendre assez rapidement à avoir les suites. Nous arrivons dans le quartier populaire de Saint-Mauron. Quelques badauds, les pompiers et police secours. Les coups de feu ont retenti il y a moins de 15 minutes. Nadir Nemouchi et Philippe Albran entrent sur la scène de crime. Et c'est exceptionnel, nous sommes autorisés. Allez-y, accompagnez. Nous découvrons les constatations des premiers policiers arrivés sur place de ce qui est désormais un double homicide. Les deux sont... Ok, d'accord. Première chose, parce qu'on était parti sur un blessé grave et un... Le premier, ils l'ont pas touché. Celui qui est passager, ils l'ont pas touché, il a la tête explosée. D'accord. On ne sait pas qui il est, on l'a pas touché. Et le deuxième, on avait au sol le permis de conduire de l'individu, c'est la bonne photographie. Par contre, sous l'individu, il devrait y avoir une somme importante en argent, en liquide. Les caméras et les curieux sont maintenus à une 50aine de mètres de la scène de crime. Nous en découvrons peu à peu la sauvagerie. Les victimes sont criblées de balles. Au sol, une trentaine de douilles, du 7,62 type Kalachnikov et du 9 mm. Sur l'asphalte brûlant, c'est comme si elles fumaient encore. Les deux hommes ont été abattus juste devant le local d'une association catholique, la Maison de Paix. Le crime s'est déroulé en plein après-midi à 2 pas d'un collège, sous les yeux des gamins de la cité voisine et de dizaines de riverains. Comme au théâtre, les spectateurs sont au balcon, sur scène les acteurs, enquêteurs, procureurs, préfets de police. À Marseille, la mort est un spectacle qui fait partie du paysage. Rémi, c'est Philippe. Nadir et Philippe sont déjà à fond dans leur enquête. Est-ce que tu seras en capacité de récupérer un témoin, toi, sur le flingage qu'on vient de prendre? Là, il arrive à l'évêché. L'un coordonne les témoignages, l'autre l'identification des victimes. Avec son permis de conduire, on l'identifie au dénommé elle. Entre les deux, un balai réglé au millimètre. Pour la récupération du premier témoin, l'expert avec les... Voilà. La mécanique se met en marche. La police scientifique prélève méthodiquement tout ce qu'elle peut. De son côté, la crime procède à l'enquête de voisinage. Pour l'instant, je n'arrive pas à saisir. C'est comment à la calache il le tue comme ça. Est-ce qu'il peut avoir la gueule? Il est passager avant droit. Comment est-ce qu'il peut avoir
côté gauche arraché, en l'état là. En faisant le tour de la scène, grâce à ces bâtonnets orange qui modélisent les angles de tir, le patron de la crime reconstitue le scénario moins de 45 minutes après la tuerie. Donc visiblement, ils sont allés assez proches de leur victime, ils sont allés au contact. Ils ont dû commencer à tirer sur le passager et ensuite le conducteur a essayé de s'échapper. Ils l'ont poursuivi, puisqu'on a un muret qui est là, ils l'ont poursuivi pour lui tirer dessus. Et on retrouve des étuis qui sont disséminés derrière le muret. Les victimes semblaient attendre quelqu'un. Avaient-elles rendez-vous avec leur tueur? Le coup, en tout cas, était bien préparé, une rue tranquille, itinéraire de fuite, pas de vidéosurveillance. Mais il y a un imprévu. Un témoin, après une photo. Alors attends, concrètement, la photo, il l'a dans son appareil. Voilà, le monsieur est là, il l'a dans son appareil. Et on voit très bien que c'est une Audi A3 noire et on doit pouvoir voir la plaque. La voiture était sans doute volée, les conducteurs cagoulés. Pour les pister, les enquêteurs doivent se pencher sur les victimes. 24 et 28 ans. Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de rigidité. Voilà. Il est frais. D'abord identifiés comme de petits dealers, ils se révèlent très vite des truands confirmés. L'un d'entre eux est un Lyonnais fiché au grand banditisme, en fuite depuis 18 mois, un gros trafiquant de drogue. Ce qui explique peut-être cette exécution très professionnelle. C'est ce qu'on appelle parfois dans le métier ou dans le milieu quelque chose de propre, c'est ça? Voilà, c'est une scène, un règlement de compte propre, on peut le qualifier de scène de crime propre parce que effectivement on n'a pas des impacts de partout. On peut penser qu'on a affaire à du banditisme avéré qui a l'habitude de, comme le bon artisan, d'utiliser ses outils avec efficacité. Du travail de pro à Marseille, on en a l'habitude. Le directeur de la PJ est là, lui aussi. Ça hantise que la guerre des gangs ne s'intensifie. En tant que patron de la PJ, quand vous voyez ça, vous pensez quoi? Eh bien, je me dis que la période d'accalmie qu'on avait réussi à provoquer par certaines interpellations en fin d'année dernière, je me dis que cette période d'accalmie est peut-être terminée et je me prends à espérer que non. Voilà. La vie ne vaut parfois pas cher à Marseille. La vie ne vaut pas cher dans leur milieu, pas à Marseille. Je réfuterai toujours cette idée qui consiste à généraliser sur Marseille. La vie ne vaut pas cher dans leur milieu. Après 4 heures de travail minutieux, les traces du crime disparaissent une à une. Philippe et Nadir plient bagages. En partant, ils voient ce qu'ils ont vu 42 fois ces 2 dernières années. Du sang dans le caniveau. Après, un règlement de compte. Bonsoir. Trafic de drogue à Marseille. Une fusillade a fait 2 morts cet après-midi, tués par une rafale de Kalachnikov en pleine ville, à quelques mètres d'un collège. À Marseille, les bandits ont toujours eu la gâchette facile. Mais désormais, c'est la fièvre du flingage. Le grand banditisme historique, corso marseillais, laisse place à un néo-banditisme, celui des cités, qui prospère grâce au hashish et à la cocaïne. C'est des gens qui sont montés en puissance assez rapidement. C'est un peu lié au trafic de stupéfiants d'ailleurs. C'est l'acquisition rapide de moyens importants. Et on prend du galon, mais enfin, on essaye de prendre du galon en grillant les étapes. Ce qui est choquant maintenant, c'est de se transporter sur une scène de crime et de voir que la personne sur laquelle les enquêteurs vont devoir travailler, c'est un gamin de 17 ans, de 18 ans, de 20 ans. Ça, c'est réellement nouveau. Comment ces flics aguerris appréhendent-ils ce néo-banditisme? Comment les héritiers des brigades du Tigre luttent-ils face aux nouveaux caïds? Pour le comprendre, nous avons passé une semaine ici, à l'Évêché. Ancien siège épiscopal, devenu celui de la PJ. Les plus grands flics, les voyous les plus célèbres ont fréquenté ces couloirs. Je comptais aller au sport ce soir. Nous y avons partagé le quotidien des 140 officiers qui y travaillent. Oh, bel après-midi. Les patrons de la crime nous font entrer dans ce lieu mythique. Derrière cette porte à code, leur bureau. La DCRB, Division criminelle et de répression du banditisme.
Dans ce long couloir, on traite chaque année plus de 600 affaires. Une usine de la lutte contre le crime organisé. Nadir et Philippe lancent plusieurs groupes sur une enquête qui pourra prendre des mois. Philippe, J'arrive. On va mettre tous les chefs de groupe concernés. Ouais. Et puis... On va battre le rappel. Est-ce que d'ores et déjà on a un numéro de PV? Oui, 1232. Impeccable. Dans la bagnole, on trouve quelque chose de particulier? Dans la bagnole, rien de particulier. Sachant que la victime au sol, à l'extérieur, avait 300 et quelques euros sur lui et de la résine de cannabis, évidemment, dans la chaussette. Pour découvrir le quotidien de ces flics, Nadir et Philippe nous indiquent l'un de leurs meilleurs enquêteurs. Stéphane Gomez, 44 ans, dont 15 passés à l'évêché. Un pur Marseillais à l'allure débonnaire. Ces nouveaux caïds, il les pourchasse et les cuisine dans son bureau. Attends, là, je t'explique. Faut pas s'imaginer qu'on a affaire à des mafieux siciliens. Hein. On a quand même affaire à des gamins de cité qui sont pour la plupart du temps qui sont acculturés. Ne sont pas allés à l'école. Par contre, ce sont des gens qui sont très rapaces, ce sont des gens qui adorent l'argent. C'est donc quelque part leur force et leur faiblesse. Ça fait leur force parce qu'ils sont prêts à tout pour obtenir leur argent, mais ça fait aussi leur faiblesse. C'est-à-dire que ce sont quand même des gens qui ont une forte propension à se trahir. D'accord ? Moi, ce que je note depuis quelques années, c'est que ces gens-là, le lundi, s'embrassent et le mardi, se tirent dessus. Le capitaine Gomez doit se rendre en périphérie de Marseille pour une enquête sur un règlement de compte. En route, il nous décrit cette ville où il a grandi et qu'il connaît par cœur. On va laisser passer les collègues. Non, non, non. La voiture est propre, elle est neuve. Moi, je dirais que c'est une ville pauvre. Il faut savoir qu'à Marseille, la moitié des habitants ne paient pas d'impôts, parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens. Donc c'est vrai que je me mets à la place du gamin qui grandit dans une cité dégueulasse, qui voit son père, mettons, au bout de 20 ans à l'usine, qui se fait virer, ou qui vit seul avec une mère divorcée. On va lui expliquer qu'il va se lever le matin à 6 h pour aller gagner le SMIC, voire moins. Et à côté de ça, il voit le petit caïd de la cité qui roule en Porsche. C'est compliqué de le motiver pour lui dire « Coco, va travailler ». C'est vraiment compliqué. Presque indulgent avec les jeunes qui dérapent, il l'est beaucoup moins avec leurs grands frères, ceux qui défouraillent à tout va. En 10 ans à peine, il a vu le milieu basculer. On peut dire que certains d'entre vous à la police de Marseille ici regrettaient l'ancien grand banditisme. La différence avec aujourd'hui, c'est que ces messieurs les hommes, comme ils s'appelaient, ils avaient au moins l'honnêteté, la délicatesse de se régler entre eux et d'éviter tant qu'à faire de tuer les femmes, les enfants et de tirer comme ça dans la rue, comme des abrutis. Son enquête aujourd'hui le mène de pizzeria en pizzeria. Voilà, idéal pizza. Tu vois, c'est ouvert ça? Là, c'est ouvert en plus, nickel. Il veut recouper des témoignages. Bonjour monsieur, c'est la police judiciaire. En renseignement, on enquête sur un truc qui s'est passé à Fos. Il y a un monsieur qui avait été abattu. Je voulais savoir si le 15 janvier... Au fil de l'après-midi, Stéphane nous livrera ses états d'âme. Ah oui, comment ça? Pendant des années, il a eu face à lui un milieu structuré. Aujourd'hui, il se trouve parfois un peu désemparé. Magnifique. Il y avait une caractéristique chez le voyou marseillais, c'est qu'il avait du mal à s'éloigner de la région, y compris quand il était en cavale, qu'il avait chaud. Que ce soit à cause de nous, à cause de ses ennemis, le gars avait quand même du mal à s'éloigner plus loin qu'Avignon, quoi. Là, avec ces jeunes, les jeunes, ils partent en Espagne, ils partent en Italie, ils partent en Suisse, ils partent en Hollande, dans le nord de la France, en Angleterre, de partout. Ils ont compris que moins on reste longtemps à un endroit, moins on a de chances de se faire attraper. Donc ça rajoute une difficulté supplémentaire. Ces nouveaux bandits sans attache ont accès à des armes de plus en plus puissantes. Ce matin-là, nous allons en avoir la preuve. Nous fonçons vers la Ciotat, à 20 km de Marseille, où tout un quartier vient d'être brutalement réveillé. La cible, un distributeur de billets du bord de mer.
Totalement éventrés, des éclats ont volé sur des dizaines de mètres. Spectaculaire mais mal maîtrisé. Les brigands ont tout détruit mais ne sont pas parvenus à ouvrir le coffre. À l'intérieur, il y avait 130 000 euros. Leur retrait n'a donc pas été effectué. L'homme de la PJ sur place, c'est Serge de César, de la brigade de répression du banditisme. Tu penses que là, il y avait un cache. Ces dernières semaines, les attaques comme celle-ci ont explosé. Il ne lui faut que quelques minutes pour tout comprendre. De ce qu'on peut savoir, ça s'est passé vers 6h50. A priori, donc, les gars ont pris la précaution suite à la première explosion d'entrer dans le local. Ils ont refermé derrière eux la porte. Ils ont fait sauter et suite à la deuxième explosion, la porte a été projetée à une quinzaine de mètres, quinzaine de mètres de là. Voilà. Là, à chaud, c'est du gros banditisme, qu'est-ce que c'est? Alors, à chaud, j'aurais tendance à dire que les gars ne maîtrisent pas trop la technique de l'explosif. Généralement, les DAB, quand ils sont attaqués, les gars arrivent à leur fin. Généralement, là, ce n'est pas le cas, donc on peut se poser des questions sur la qualité des dynamiteros. Des amateurs, certes, mais équipés tout de même de pintrites. Un explosif militaire. Aux policiers, ils n'ont laissé qu'une voiture, incendiée, pour éliminer leurs traces. Hors caméra, Serge se montre plus inquiet avec son patron au téléphone. Oui, exact. Juste un petit point. Donc, on n'a pas de vidéo sur l'agence bancaire. Hein. Et là, ils commencent à taper fort les mecs. Là, hein. Il faut les neutraliser, quoi. Neutraliser ces équipes, les flics de l'évêché y arrivent parfois. Un bon coup de Mistral dans le ciel du banditisme marseillais. Car la brigade criminelle prépare un coup de filet. Elle vient d'arrêter un suspect, encore une affaire de règlement de compte, vieille de 18 mois. Le lendemain, ce sont les tueurs et leurs complices qui doivent tomber. Tout va se dérouler en simultané, au petit matin. 5h30, Oui, ça va. début d'une longue journée. Comme un type qui se lève à 4h07. Avec Stéphane, Nadir, Philippe et 3 enquêteurs, On y va nous prenons la direction d'Herbel, à l'est de la ville. Voilà, la cité, c'est celle-là. Voilà. Une cité très sensible. Avec les 4 tours principales. 6h du matin, c'est l'heure légale d'interpellation. On est en train d'entrer dans la... C'est l'entrée de la cité. En l'espèce, c'est aussi une stratégie. Voilà, ce qu'on fait là avec un effectif très léger de nuit, de moins de 10 personnes, ne serait pas réalisable de jour. Et les situations qui seraient anodines ailleurs, ici, peuvent dégénérer assez vite. Leur arrivée se fait donc sur la pointe des pieds. La veille, Stéphane est venu repérer les lieux. Leur objectif est un homme d'une vingtaine d'années. La police a retrouvé son ADN sur l'une des balles du règlement de compte. Il vit encore chez ses parents. Bonjour monsieur, la police judiciaire. Monsieur... Non. Il est pas là. Il est où? Déception, l'objectif n'est pas là. Alors Stéphane Gomez fait parler son sens de la formule. Pas longtemps, ça va. Oh, ok, alors écoutez, ma affaire simple. Je vous explique. Nous, on est la brigade criminelle à la police judiciaire. Donc si on vient à 6h du matin, c'est pas pour rien. Alors il y a deux solutions. Ou il vient nous voir rapidement, ou on va venir vous emmerder plusieurs fois par semaine. Le matin tôt, comme ça, le soir tard, on peut vous casser les couilles. Quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Les policiers ressortent bredouille. Le problème, c'est que toutes les autres interpellations ont elles aussi fait chou blanc. Mais à peine le temps de rentrer à l'évêché, leurs cibles sont déjà là. Qu'est-ce que vous avez dit de venir? Petit frère? L'un des hommes recherchés rapplique de son plein gré. Non, vous inquiétez pas. Sans savoir pourquoi on le recherche. Il est là aujourd'hui? 30 minutes plus tard, un second arrive. Une mauvaise surprise l'attend. Donc, dans le cadre de cette commission rogatoire, vous êtes placé en garde à vue. Garde à vue? Oui. Donc c'est tentative d'assassinat, assassinat en bande organisée,
En août 2009. Ouais, Vous voyez de quoi on parle? Sûrement une affaire de meurtre, quoi. L'homme semble tomber des nues. Affaire de meurtre. Je mange pas que c'est pas grave. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir tué à l'arme lourde 2 hommes pour une affaire de drogue. La garde à vue, elle sert à ça. Mais il reste un dernier suspect, et c'est en prison qu'ils vont aller le chercher. Il est au Baumettes. Tireur sur la tentative et flingueur sur l'homicide. Incarcéré depuis quelques semaines en préventive pour une autre affaire. On appelle ça une extraction. L'extraction, c'est tout. L'extraction, puis... Oh, pardon. Nous accompagnons 3 enquêteurs en caméra cachée, car dans quelques instants... Bonjour, pareil, une extraction. Nous serons assis à côté du tueur présumé. Le voici, un jeune homme qui a déjà un beau pédigré dans le milieu. Son regard est glaçant, reptilien. Les policiers pensent qu'il est impliqué dans une dizaine de meurtres. Entre flics et flingueurs, on fait le point sur l'actualité, les derniers règlements de compte. Saïd C'est tir. Et il y a eu l'autre, donc le farfelu, le carabine. Ouais, non. En 2 mois, il y en a eu. Ah oui, hein. Tu connaissais le mec? Non. Impassible, l'homme semble presque détendu. Il encourt pourtant la perpétuité. Pendant 3 jours, les suspects font l'aller-retour entre geôle et audition. Ils ne lâchent rien, mais les enquêteurs ont rassemblé suffisamment d'éléments. On a combien de présentations là, Philippe? Sur les 3 présentations, on a eu 3 mises en examen et 3 écrous. Les règlements de compte occupent une grande partie du travail de ces policiers. Des affaires compliquées où personne n'avoue. Bien souvent sur ces dossiers-là, ce sont des faisceaux d'indices qui nous permettent de déterminer qu'ils ont une responsabilité dans ces actes. Ce qui veut dire que c'est par conséquent des affaires criminelles dans lesquelles on a un taux de réussite qui est moins important que dans les affaires criminelles classiques. On doit être de l'ordre d'un taux d'élucidation de 33-34% sur ce type d'affaires. Dans les couloirs de l'évêché, c'est toujours l'effervescence. Pendant notre tournage, les limiers de la crime ont eu à gérer un règlement de compte, 2 meurtres sur la voie publique et même l'arrestation d'un tueur en série. Voilà pour ce reportage à la PJ de Marseille. Nous sommes ici avec vous, commissaire divisionnaire Franck Douchy. Vous êtes le patron de l'Office central de lutte contre le crime organisé. Vous chapeautez en fait tout le crime, si je puis dire, en tout cas pour sa répression en France. Alors, on est là dans un parking. Ça, c'est un choix qu'on a fait nous, un petit peu cinématographique. On voulait effectivement évoquer cette ambiance de polar qu'il peut y avoir quand on s'occupe des voyous. Je ne sais pas si ça se passe souvent dans les parkings, vos affaires. Ça peut se passer, ça peut se dénouer dans un parking, notamment lorsqu'on peut arriver à faire des interpellations dans des box de trafiquants, justement, qui reviennent ou cacher les véhicules ou déstocker la résine de cannabis, par exemple. Ça peut donc effectivement... Ça peut servir de plan, ça peut servir de plein de choses. Voilà. Alors, je vais redonner 2-3 chiffres et vous allez me dire un petit peu votre sentiment sur cette criminalité qu'on voit à l'œuvre à Marseille, mais qui est assez emblématique de ce qui se passe partout en France. Des chiffres qui sont extraits de l'Observatoire national de la délinquance sur notamment la violence. Les vols avec violence ont augmenté ces 12 derniers mois de 6%, les règlements de compte de 2% et les cambriolages dans les résidences principales de 11%. Ça, c'est des chiffres pour dire un petit peu qu'une ambiance des choses. Mais ces règlements de compte qu'on vient de voir comme ça, avec cette sauvagerie, cette violence, etc., on se dit à la fois ça a toujours existé, puis en même temps, est-ce qu'on n'est pas dans un nouveau type de règlement de compte ou d'escalade ? Nouveau type, non, parce que pour régler son compte à quelqu'un, il n'y a pas 36 façons de le faire. Ce qui change peut-être, c'est la nature des individus, le type d'individu qui commet ces agressions-là, et peut-être leur manque de respect de certaines choses qui tenaient à nos anciens, si vous voulez, quoi. Donc même nous encore, nous sommes surpris sur quelques récentes affaires. En Corse, une femme qui a été abattue, à Sevran, un jeune qui a été abattu devant sa famille froidement, et surtout... À Villepinte, voilà. Et en partie sur Marseille, qui connaît quand même quelques règlements de compte, comme on a pu le voir dans le reportage, cette sauvagerie. Mais là, il n'y a pas eu de dégâts collatéraux, ce qui est arrivé une fois précédente. Parce qu'on dit que dans le temps, entre voyous, effectivement, il arrivait qu'on se règle ses comptes, mais ça se faisait entre guillemets proprement, entre soi. Là maintenant, ça peut éclabousser ailleurs,
On peut s'en prendre éventuellement aux familles, on peut s'en prendre éventuellement à des jeunes. Mais par manque de professionnalisme, par précipitation, par l'utilisation d'armes lourdes et automatiques, on peut tuer des collatéraux, on peut faire n'importe quoi et voir des situations dégénérer au-delà de ce que les malfaiteurs recherchaient. D'accord. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le milieu, enfin le milieu, où cette délinquance-là, cette criminalité-là, elle est tenue par qui aujourd'hui? Par des gens qui sont plus jeunes, qui sont plus inexpérimentés, qui viennent d'autres milieux? Je crois qu'ils sont plus jeunes, effectivement. Ils sont arrivés plus jeunes à des niveaux de criminalité qui n'étaient pas le cas avant. Et donc, on a tous les travers qui vont peut-être avec la jeunesse, la fougue, l'imprécision, la précipitation, et peut-être cette envie d'avoir tout de suite des résultats, si vous voulez. Alors, je disais que vous étiez le patron de l'Office central de lutte contre le crime organisé. On va recevoir tout à l'heure Michel Lepage, qu'on a déjà vu un petit peu, mais on va parler, bon, c'était l'un des patrons, en tout cas des membres du gang de la banlieue sud, un beau mec, comme on disait dans le temps. Je ne sais pas si vous avez eu affaire à lui, ou en tout cas à son gang, quand vous étiez plus sur le terrain. Tout jeune, j'ai commencé à travailler sur lui, sur son fils aussi, qui a été abattu d'ailleurs, entre-temps. Oui, on connaît très bien la famille Lepage. Elle a fait endurer à la PJ Versailles de longues planques, de longues surveillances. Bon, mais un milieu comme ça, est-ce qu'effectivement il est un peu mythique? Est-ce qu'il a des codes, un honneur, des pratiques qui sont différentes du milieu d'aujourd'hui? Oui, on va dire qu'il était plus structuré, plus figé. D'ailleurs, pour nous, c'était un petit peu plus facile, parce qu'il était plus identifié, en fait. Voilà. Bon, le code de l'honneur, moi, j'en pense pas grand-chose, parce que je pense que dès qu'il y a de l'argent à faire, ces individus vont le faire. Michel Lepage a été interpellé quand même pour une affaire d'héroïne, faut pas l'oublier, même s'ils s'en vendent pas. Mais les choses étaient peut-être pas prévisibles, mais c'était moins débordant qu'aujourd'hui, quoi. C'était moins fou qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fou. Oui, tout s'est accéléré hyper vite. On a quand même ce sentiment-là que les plus jeunes utilisent toutes les facilités des moyens de communication d'aujourd'hui. Ils n'hésitent pas à mettre de la distance entre nous et eux. Ils n'hésitent pas à faire feu de tout bois. Oui, ils utilisent tous les moyens qu'ils ont. Et de toutes armes aussi. Et de toutes armes, effectivement. Bon, vous savez, après la guerre, les malfaiteurs ont utilisé les stocks de l'armée américaine, donc on avait quand même des armes automatiques qui représentaient à l'époque ce qui se faisait de mieux. Aujourd'hui, on a des armes type Kalachnikov qui sont quand même relativement plus meurtrières que nos vieilles Sten, si vous voulez. Donc tout s'accélère, tout va plus vite, mais comme dans toute société. Tout le monde d'un cran. Et la drogue aujourd'hui, ça reste ce qui innerve tout ça, et qui nourrit tous les trafics, qui nourrit tous tous les trafics, mais la grande partie de la délinquance est issue du trafic du stupéfiant. Oui, ça c'est clair. L'emploi des armes, vous en servez pour braquer, mais on voit aussi maintenant des armes qui sont utilisées dans le cadre des règlements de compte. Or, ce qu'on a vu sur le reportage sur les règlements de compte, notamment à Marseille, vous avez compris qu'ils étaient tous issus d'un litige qui ressortait du trafic de stupéfiants. Entre soi et entre bandes, qu'effectivement, parce qu'on a la question, avec l'autre. Très sincèrement, en termes d'analyse, la question se pose. Soit c'est parce qu'il y a encore beaucoup de concurrence, d'accord? Il faut éliminer. Voilà. Soit c'est parce que le marché est presque saturé, donc il faut là aussi se faire sa place, quoi. Ça devient de plus en plus dur pour eux aussi. Alors, merci beaucoup, commissaire. On va partir faire un voyage avec un malfaiteur, justement. Et là, on s'est fait un petit peu peur, pour tout vous dire, parce que, je ne sais pas si vous le savez, enfin vous le savez, mais il faut savoir que la France est le premier pays en matière de trafic de faux billets, de fausses monnaies, et que cette fausse monnaie vient, pour l'essentiel, de l'Italie. Eh bien, Romain Verlet et Héloïse Mallet, essentiellement, pour un sujet qui est monté aussi par Vincent Buchet, eh bien, se sont amusés, si je puis dire, avec un authentique voyou de la région parisienne, à aller jusqu'en Italie. Il a accepté de leur montrer comment ça se passait quand on allait se fournir en faux billets. Donc on l'a fait, on a suivi, on s'est fait peur, je disais, mais vous allez voir, le reportage est étonnant. Reportage long de Romain Verlet et d'Héloïse Mallet. Glissé à l'intérieur de ce prospectus, une marchandise très précieuse. 2 faux billets de très bonne qualité que nous rapportons de l'étranger. Avec, nous entrons dans un bâtiment du ministère de l'Intérieur. Bonjour. 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 On nous a proposé des faux billets de visiblement bonne facture et je voulais vous les montrer. Est-ce que vous pouvez... Ils ont été déjà bien manipulés. Oui, c'est ça. Au niveau des empreintes, on ne va pas commencer par là. C'est plus l'analyse technique du billet qui nous intéresse. Tiens, Catherine, je te laisse examiner déjà le 20.
Ces fausses coupures sont examinées par les expertes de la fausse monnaie en France. Et au premier coup d'œil, elles sèment le trouble tant l'imitation est parfaite. Il y a un piège dans ce billet. Pourquoi il y a un piège? Je ne sais pas. Léger malaise pour ces spécialistes. Oui, je pense. C'est quoi le piège? Je ne sais pas. Je vous assure que c'est un faux. Hein. Hésitation car la coupure est très bien imitée. Le 20 € est le billet le plus contrefait. C'est celui qui passe le mieux chez les commerçants. Et même sur la table lumineuse, on a du mal à distinguer le vrai en bas, du faux au-dessus. Ce qui est pas mal fait sur ce billet, c'est ce qu'on appelle le filigrane, qui est donc le monument qu'on retrouve donc en ombré. Donc on voit que les faussaires ont quand même travaillé les finitions. Autopsie de ce faux billet. Tout est copié. La bande argentée, le fil de sécurité, la couleur, le vernis. Et même le bruit. Après une demi-heure d'analyse, pas de doute pour ces policiers, c'est du travail de professionnel. Pas de la photocopie couleur. Alors, écoute, a priori, d'après ce que je vois, il pourrait bien s'agir d'une contrefaçon offset. Hein. C'est une contrefaçon italienne. Offset, ça veut dire quoi, madame? Donc, l'offset, c'est une production industrielle. C'est une production qui est faite en grande quantité sur des machines donc d'imprimerie, telles qu'on peut l'utiliser en matière de presse pour réaliser les journaux. Donc on peut imaginer la journée, on fait des journaux et la nuit on fait des faux billets sur la même imprimante. Absolument, sur la même... ça pourrait être le cas. La fabrication de fausses monnaies est considérée comme un crime contre l'État. Les peines sont lourdes, jusqu'à 30 ans de prison. Nous allons vous révéler comment nous nous sommes procurés ces contrefaçons. Où et comment sont fabriqués ces faux, presque parfaits. Voyage à risque en Italie, au plus près de la mafia. 4 jours en caméra cachée, à la rencontre de trafiquants puissants et dangereux. Des faussaires liés au grand banditisme qui inondent la France de leurs faux billets. C'est incroyable. Il est magnifique. Quelques jours plus tôt, nous roulons depuis 6 heures direction la région de Milan. Nous ne partons pas seuls pour cette enquête en Italie. Impossible d'approcher ces trafiquants sans un homme de confiance. Un Français nous accompagne, il connaît très bien la filière. Il souhaite rester anonyme, nous l'appellerons Karim. Ce trajet, tu l'as fait combien de fois? Plein de fois, mais pour plein de causes différentes. Et qu'est-ce que tu as déjà ramené d'Italie? J'ai ramené un peu de tout. De l'argent, des armes, tout. Tout ce que tu trouves pas en France. J'ai même ramené des êtres humains. Pour faire quoi? Pour les faire passer, qu'il n'y avait pas de papier. Pas encore 30 ans, et déjà un éloquent CV de voyou. Vol de marchandises, trafic en tout genre, braquage, et plusieurs séjours en prison. Ouais, et à la douane. Si vous nous laissez passer. Ah ouais, ils sont cool là, c'est au retour, hein, ça va se compliquer. Bienvenue en Italie. À partir de maintenant, personne ne doit savoir que nous sommes des journalistes. Nous rangeons notre caméra de télévision. Grazie. Arrivez-vous là? Impossible de pénétrer cette mafia italienne sans jouer un rôle. Karim nous a imposé un scénario. Il joue l'intermédiaire pour des nouveaux dans le business. La caméraman et moi, nous nous faisons passer pour un couple de riches parisiens. Et nous cherchons 1 million d'euros en faux billets. Et c'est avec de vrais trafiquants que nous allons négocier. Après une longue journée de route, nous arrivons enfin à Bergame, ville bourgeoise des environs de Milan, plus connue des touristes pour sa vieille ville que pour ses trafics illégaux. Karim connaît Bergame comme sa poche. Il y est venu des dizaines de fois pour faire des affaires avec le milieu.
faux billets, qui gère ça? C'est la mafia carrément qui gère ça. Et toi, ils te connaissent? Moi je connais des petites mains. On va passer par des petites mains et on va essayer de finir dans des grosses mains. Le plus dur c'est de trouver les bons contacts et d'avoir confiance. Parce que? Parce que tu peux finir dans un fleuve à Milan ou dans du béton. Une mafia puissante et dangereuse. Karim connaît les bonnes adresses, les bonnes personnes. Là on rentre dans la rue de tous les trafics. Comme les faux billets, le shit, les vêtements tombés dans le camion, la coque. La rue où il y a un commissariat. La rue où il y a un commissariat. Oh, il est là mon pote. Incroyable. Karim reconnaît quelqu'un avec qui il a déjà fait du business. L'homme nous surprend. Il monte dans notre voiture. Bonjour. C'est un trafiquant connu à Bergame. Nous l'appellerons Saïd. Karim lui explique en arabe que nous sommes associés et que nous cherchons des faux billets. Whisky, la coupure 20 euros, 50, 50, 100. 50, 100. Il n'y a pas de 20? Il n'y a pas 20? Non, il n'y a pas 20. 20 مليح. 20 مليح ما تقدرش تدبر 20. نشوف هو يصنع لك هو انت اللي تضمن يصنعهم لك. والله يدير. Qu'est-ce qu'il dit? شكون اللي demande il nous le fait. Et bonne qualité, 20 10 qualité مليح. C'est bel bien. Il promet de la qualité, un travail à la commande, tout est imprimé sur place, pas de stock, trop dangereux. Ça a l'air simple, on s'attend déjà à voir la mallette de faux billets, mais le faussaire va nous tendre un piège en nous proposant une coupure qui n'existe pas. C'est un très très magnifique les billets 1000 euros. 1000? Pas besoin, mais non. Ça laisse pas, jamais. Non, il est là ici. 1000, Il n'y a pas les mêmes. Non, non, promis, non. C'est pas possible. Le billet de 1000 n'a jamais eu cours. Le trafiquant se méfie de nous. Il nous teste et ce n'est que le début. L'homme accepte de nous montrer un 50 €. Mais avant, il va falloir rouler 1 heure. Sortir de la ville. Passer 4 fois au même endroit. Histoire de vérifier que l'on n'est pas suivi. On arrive finalement sur la place d'un petit village. On se gare. En ce dimanche, tout est désert. Karim et le faussaire descendent. Ils vont discuter à la terrasse d'un café. Nous devons rester sur la banquette arrière et on n'est pas très rassurés. Tu ne retournes pas. Les gamins, ils ont pris la plaque de la voiture. Effectivement, on est observé à la loupe. La tension monte d'un cran. Le village semble être contrôlé par la mafia. Une dizaine de personnes passent autour de notre voiture. Karim revient nous décrire la situation. Vous savez, ils nous ont envoyé le petit jeune qui était sur le côté, et t'as le black qui a fait le tour de la place, qui s'est touché le nez. Ça a fait plein de codes, ça a fait plein de techniques pour voir si... Moi perso, j'aurais été tout seul, j'aurais été direct, tu vois. C'était une autre gueule. Une belle française, ils voient un beau mec de Paris, avec une vermine comme moi, ils comprennent pas, tu vois. Dans la région, il y a eu d'importantes saisies de faux billets ces dernières semaines. Alors les trafiquants sont sur leur garde. Ils nous demandent, à notre tour, de sortir de la voiture quelques instants. Sans doute pour vérifier que nous ne portons pas d'armes, que nous ne sommes pas des policiers en civil. Après 2 heures d'observation, Karim revient enfin avec un échantillon. Ah merde. Qu'est-ce que t'en penses? Bof, hein? Ah, tu vois. Il sera mieux. Là, tu vois, il y a le filigrane en mode, même pas, s'il est là. C'est pas terrible? Ouais, il est pas terrible, non, celui-là. Ça, c'est la deuxième chose. Toutes ces précautions pour nous proposer une vulgaire contrefaçon. C'est la technique classique des trafiquants avec les débutants. Ils essayent de vendre à prix fort des produits de mauvaise qualité. Fin de notre journée, retour à l'hôtel avec Karim. Il est furieux. Il a demandé aux trafiquants de nous présenter demain du premier choix. Les faux monnayeurs italiens sont reconnus comme les meilleurs dans ce secteur technique et très lucratif. La fausse monnaie, quand elle est bien faite, c'est vraiment des gros sous.
Mais c'est un marché, c'est un business qu'il faut de l'argent pour le faire, parce qu'une machine, elle n'est pas donnée. Et le papier non plus, il n'est pas donné. Voilà, là, on peut vraiment parler de mafia. Donc il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent. C'est un trafic qui a un peu changé, c'est-à-dire qu'avant, il y avait plein de petites mains. Avant ça les imprimait sur des petites machines HP et tout. Aujourd'hui, les mecs, ils ont été investir des grosses machines. Il y en a même qui en ont fait construire en Thaïlande ou en Chine des machines. Mais les machines les meilleures, c'est ceux qui viennent des bracos. Ceux qui ont été volés dans des banques ou dans des vraies imprimeries. Et c'est le lendemain que nous allons rencontrer d'autres membres de cette industrie mafieuse. Ils vont nous montrer de la marchandise de très bonne qualité. Et une nouvelle fois, cela va être très compliqué. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. C'est Saïd, le même intermédiaire qu'hier, qui va nous conduire à eux. On s'attend, comme la veille, à faire 4 fois le tour de la ville. Sauf que là, on s'arrête 500 mètres plus loin. Il demande à ma consoeur de descendre, de le suivre seul. Elle est équipée d'une caméra cachée, pourvu qu'il ne la fouille pas. Les voilà partis dans les rues de Bergame pendant une demi-heure. Ils marchent côte à côte, en silence. Saïd, le trafiquant à la veste rouge, glisse dans sa poche un prospectus qui va servir à la transaction. De longues minutes d'attente à un carrefour. Puis d'un coup, tout s'accélère. Il traverse et se dirige vers la grande parfumerie du centre-ville. Sur son chemin, il est rejoint par un de ses complices et il lui remet discrètement le prospectus. Les deux hommes entrent ensuite dans le magasin. Chacun part faire son petit tour dans les rayons. Quelques instants plus tard, le trafiquant à la veste rouge récupère le précieux prospectus. À l'intérieur, il y a nos faux billets. L'air de rien, les deux hommes sortent tranquillement du magasin avant de se séparer. Un manège bien rodé, leur tour de passe-passe a duré à peine 5 minutes. À partir de maintenant, on nous laisse un quart d'heure pour nous décider. Dans le prospectus, en fait, ce sont des échantillons. S'ils nous plaisent, on donne notre feu vert et les faussaires lancent l'impression. Il leur faut 24 heures pour fabriquer 100 000 € en faux billets. Nous montons rapidement dans notre chambre d'hôtel, examiner la marchandise. Le sang est magnifique. Franchement, le sang, il est magnifique. C'est incroyable. Regarde la matière. Ça, regarde comment il va briller. Alors pourquoi un coup de lac? Faut le faire briller pour qu'il claque. Alors? Tu vois la différence? Tu vois quand même la différence? Il le négocie à combien? On va voir. Bien sûr, nous n'avons jamais passé commande. Nous sommes déjà sur la route du retour. Bergame est loin. Nous laissons derrière nous la mafia, leur planche à billets et une superbe affaire. Ils nous ont proposé à 280 € les 1000 €. C'est-à-dire pour avoir 1000 €, il faut que je dépense 280 €. On a été très haut. Bon, on a stoppé juste à temps parce qu'après ça commence à devenir un peu plus chaud bouillant.
C'est-à-dire que là, Là, si on aurait voulu, on aurait fait venir 28 000 euros, on aurait pris 100 000 euros facilement. D'accord. Et comment se serait passée la transaction? C'est simple. On s'enferme dans une chambre d'hôtel, le gars il vient avec les 100 000 euros, pendant qu'il y a une partie qui compte les faux billets, il y a une partie qui compte les vrais billets. Et après la remise de la cargaison, il faut la remonter en France. Le plus souvent bien caché dans une voiture, et le passage de la frontière est le moment le plus périlleux. Karim en sait quelque chose. Nous on va passer serein parce qu'on n'a rien à se reprocher. Mais crois-moi que des gens chargés ils passent... La boule au ventre. C'est même plus la boule au ventre, c'est vraiment le cœur serré. Grazie, signor. Karim a commencé sa carrière de voyou, comme il dit, à 14 ans. Sa vie, c'est une partie d'échecs dangereuse, avec en permanence la peur du règlement de compte, de finir une balle dans le dos. C'est usant d'être trafiquant. C'est la pression, c'est des montées d'adrénaline, c'est de l'angoisse, du stress, de la colère. Et t'es tout le temps sur tes gardes. Mais tout le temps, t'es obligé, tu dois te méfier et des trafiquants et des flics. D'accord, parce que les trafiquants, ils peuvent te mettre une balle, ils peuvent te faire venir dans un rendez-vous avec l'argent et une mallette avec des soi-disant faux billets dedans et de braquer. En fait, on n'est jamais serein, quoi. On n'est jamais serein. Nous avons vécu 4 jours avec lui, au contact de la pègre. Une expérience angoissante et parfois grisante. Mais Karim, lui, cela fait 15 ans qu'il est dans le métier. Aujourd'hui, il est fatigué de cette vie de truand. En fait, on dit voyou, voyou. Pour moi, voyou, ça veut rien dire. C'est pas un boulot d'être voyou. Comment tu te qualifies, toi? Moi, franchement, je me qualifie comme un lâche. Dans le sens où j'ai préféré aller vers l'argent facile. C'est les gens qui se lèvent à 6 h du matin, prendre à des bâtiments qui sont respectés. C'est ces gens-là qu'il faut respecter. Et c'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, les jeunes d'aujourd'hui. Faut qu'ils arrêtent de croire que c'est une vie, c'est pas une vie. Aujourd'hui, c'est quoi ton avenir, là? Comment tu te vois dans 10 ans? Franchement, moi, comment j'aimerais me voir? Franchement, c'est une colle, ça. Hein. Quand on est vraiment imprégné du milieu, c'est-à-dire on se réveille avec une mentalité genre aujourd'hui je casse tout, je prends de l'oseille, aujourd'hui je casse tout, je prends de l'oseille, c'est clair qu'on diminue notre espérance de vie. À 30 ans, Karim ne donne pas cher de sa vie. Il espère raccrocher, mais il y a toujours la tentation d'un autre coup. Toujours plus gros, toujours plus risqué. Il pense que son avenir est sombre et dit qu'il finira entre les 4 murs d'une cellule ou les 4 planches d'un cercueil. Voilà pour ce reportage étonnant hein, sur ce gangster qui nous a accepté, qui a accepté de nous montrer comment il faisait pour aller chercher de la fausse monnaie en Italie. On s'est fait un petit peu peur. Vous-même, Michel Lepage, vous auriez accepté qu'une caméra vous suive dans vos... Non, pas du tout. Jamais. C'est pas possible. Pas possible. Non. Il ne peut pas y avoir la place pour un petit journaliste. Non. Bon, vous disiez... C'est un danger pour tout le monde. Aussi bien pour moi qui vous aurais accompagné que vous. Oui, c'est possible. Tout est possible. Alors, vous disiez tout à l'heure en commençant l'émission que vous avez commencé très tôt ce métier-là et que c'était la fascination de l'argent qui vous y a entraîné. Vous commencez effectivement à 15-16 ans en volant 15 ans, la caisse de la cantine. De la cantine, oui, exactement. Ouais. C'est pas très joli ça. Non, effectivement, mais bon, j'avais besoin d'argent. Et donc je me suis retrouvé devant cette manne et j'ai pas hésité, quoi, voilà. Dans votre livre hein, que vous avez écrit en prison, que j'ai montré, hein, qui s'appelle donc Ma vie de gangster, banlieue sud, ma vie de gangster, chez Grasset, je crois qu'il va sortir. Hein. Il va sortir. Il est préfacé par un bon journaliste qui s'appelle Frédéric Ploquin, hein, qui nous a d'ailleurs aiguillé sur vous. Vous racontez ça effectivement comme un métier. Est-ce qu'on a peur dans ce métier-là? Bien sûr qu'on a peur, oui, bien sûr. On a peur de ne pas rentrer le soir chez soi, de se retrouver en prison. Mais nous, on le savait qu'en faisant ça, on pouvait retrouver en prison. En faisant les petits vols, des choses comme ça. Mais on a peur uniquement de la police ou on a peur aussi des autres voyous? Non, des autres voyous, non. Quand vous ne transgressez pas les règles, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Nous, on avait surtout peur de la police qui nous attrape.
Bon, et donc on se lance là-dedans et vous vous dites, a priori, vous regrettez pas. Vous recommenceriez non, ce serait la même de vie. ma part. Oui, oui, exact, sans me faire rattraper. Le seul problème, c'est ça. C'est ça, c'est de ne pas se faire rattraper. C'est 23 ans ou 25 ans de placard à l'arrivée. Pourtant, c'est une vie qu'on impose à sa famille, qu'on impose à ses enfants. Exactement. Vous aviez des enfants. Je me demande si c'est de ma part, il n'y a pas de l'égoïsme de ma part. Je me suis posé souvent la question de savoir si j'étais égoïste ou pas. Vous en parliez à vos enfants de ce que vous faisiez? Non, mes enfants, non. Non. Mais ils l'ont su. Ils l'ont su, puisqu'ils venaient me voir au parloir. Et qu'est-ce que ça fait quand vous avez la première fois vos enfants qui viennent vous voir au parloir? C'est un truc. Vous avez gros, déjà, c'est gros sur la patate. Vous en avez gros sur la patate, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est. Vous aimez vos enfants, certainement. Moi, j'aime mes enfants. Il n'y a pas de problème. Ça, vous en avez gros sur la patate. Mais ça vous freine pas? Non, 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 parce que à cette époque-là, on a une vie quand même. L'argent, on vit bien. On vit bien, voilà. On vit bien. On fait vivre les siens. C'est ce qui vous fait dire que vous ne regrettez pas, c'est que vous avez pu vivre bien. Moi, j'ai vécu bien, voilà, j'ai bien vécu. Ma famille a bien vécu, et voilà. Bon, bien, mais marginal. Mais jamais c'est chez soi, mais toujours sur la défensive, mais toujours sur le qui-vive. Oui, exactement, exactement. C'est pour ça qu'on savait qu'un jour, on finirait en prison. La prison, vous y étiez encore il n'y a pas longtemps. Oui, il y a 2 ans. Vous l'avez vu évoluer, le milieu. Oui, oui. Et comment il évolue? A priori, pas trop bien. A priori, pas trop bien. Mais bon, les jeunes, ils vivent avec leur moment. Le moment ils ont la violence, ils subissent la violence tous les jours. On les a parqués dans les cités, sans rien, pas de travail, rien du tout. Ils arrivent. Bon, tous ne finissent pas comme ça, mais la plupart, ils n'ont pas de travail. Et donc la ressource, comme on veut vivre bien. Et comment ça se passait entre vous, les vieux, en prison, et les jeunes? Il y a des échanges? Non, aucun problème. Vous parliez entre vous? Oui, on parlait. Ouais. On essayait de les dissuader de la vie, de la vie de gangster, de voyou. Ah bon? Ah ouais, non. Tout en disant que vous ne regrettez rien et qu'on vit bien. Ah non, mais je regrettais rien. Mais je leur faisais voir que j'avais quand même 20 ou 22 ans de prison derrière moi. Ça, c'est dans les derniers temps. Mais avant aussi. J'ai toujours dissuadé. Moi, il n'y a pas un jeune qu'il faut dire que je l'ai encouragé dans cette voie-là. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, est-ce que c'est la tôle qui fait que, à un moment, vous avez envie d'arrêter? Non, non, non. La prison ne vous arrête pas. D'abord, on ne vous apprend pas à arrêter en prison. On ne vous apprend pas. Si vous n'avez pas votre famille qui vous attend, si vous n'avez pas une femme qui vous attend, il n'y a rien. La prison, elle ne peut pas vous arrêter. On ne vous apprend rien. Et là, en l'occurrence, c'est une femme. Pas la mère de vos enfants, mais une autre femme. Une femme, ouais. Qui vous a donné envie d'arrêter. Arrêter, ouais, exactement. Ouais. C'est même pas la mort de votre fils qui vous a donné envie d'arrêter parce qu'il était tué dans un règlement de compte aussi, lui. Non, si j'avais pas... déjà, il s'est fait tuer après que j'avais pris la décision d'arrêter. Ouais. Et vous étiez en prison à ce moment-là, vous l'avez appris en prison? J'ai appris en prison, ouais. J'étais en cours de gestion et on m'a appris la mort de mon fils là. Voilà. Mais vous dites pas, au bout du compte, moi qui suis un peu responsable de tout ça, je lui ai donné le virus du métier, si je puis dire, je l'ai entraîné là-dedans. Je me pose des questions dans le bouquin, on se la pose la question. Mais bon, comme je dis, les parents, les enfants, ils suivent souvent leur père. Il y en a qui sont fils de flics, qui finissent fils de flics, moi, et je leur ai pas donné l'exemple. L'argent facile, voilà. Est-ce que c'est une sorte de fierté d'avoir été un voyou, et un beau voyou, si je puis dire? J'ai jamais recherché un renom, rien du tout. Nous, on était une bande d'amis, on vivait ensemble, on allait en vacances ensemble, on était comme une meute, on vivait entre nous. C'est pour ça que les indiques, à l'époque, ils avaient du mal à renseigner la police. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus facile. Bon. Depuis 2 ans, je crois, vous me dites, vous êtes sorti de prison. 2 ans, exactement. Pas de tentation? Pas l'envie de replonger? Non, non. Vous pouvez me croire. Vous êtes en conditionnel aujourd'hui, hein? Oui, conditionnel, encore 1 an. Bon. Merci beaucoup. Merci de nous avoir raconté ça. Alors, on parle de ces histoires de gangsters, on parle de cette violence, on a parlé de la drogue, vous avez fait, vous avez été condamné pour une histoire de drogue, vous avez touché aussi à la drogue, c'était pas plus sale que ça faisait partie du business, c'était un business comme un autre. Bien sûr que c'est sale par rapport aux jeunes et tout, mais moi j'étais dans la recherche de l'argent. On est venu, on m'a dit tiens, si tu as de l'argent, tu le places là-dedans, ça te ramène tant. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça ramène bien. Ça ramène bien, ouais. Malheureusement. On va voir que c'est beaucoup d'argent. On va voir aussi que c'est beaucoup d'énergie de la part des gendarmes.
pour démanteler ce genre de réseau. Hein Ouais, bien sûr. Bon, là ça se passe du côté de Marseille et c'est Clément Castex, Philippe Maire et Stéphane Pascot qui ont suivi cette opération de gendarmerie. Vous allez voir au début, ils n'ont rien, ils n'obtiennent rien, pourtant ils ont bossé très très longtemps, ça se passe pas du tout comme prévu et puis petit à petit, ça va devenir très intéressant. Dans le couloir d'un immeuble de Cannes, 6 h du matin, le début de la fin d'une longue enquête pour ces gendarmes, la fin d'un gigantesque trafic de drogue. Ce commando s'apprête à défoncer une porte. Une dizaine d'hommes s'engouffrent dans l'appartement pour interpeller 2 frères de présumés caïds. Ce matin, un seul est présent. Il dormait. Couché à terre, il est menotté et interrogé à chaud par un enquêteur. Où est son frère? La question est musclée. C'est que ces 2 garçons appartiendraient à un réseau colossal de trafic de drogue sur la Côte d'Azur, Cannes, quelques jours avant le festival. Nous sommes la veille de l'interpellation, la veille d'une opération majeure pour les gendarmes. Ils comptent mettre la main sur 20 personnes, 20 cibles, qui brassent hashish et cocaïne par tonnes. Briefing du directeur d'enquête, un des chefs de la section de recherche de Marseille. Interdiction de montrer son visage ou celui de certains de ces hommes dont l'apparence ne doit pas être connue du grand banditisme. Cette affaire, c'est plus de 2 ans de travail. Ça démarre le 16 mars 2009. Un individu qu'on va surnommer X se fait tirer dessus et prend une balle 11,43 sur la commune de Mougins. Donc on travaille d'arrache-pied sur l'environnement de cet individu qui confirme son implication dans un réseau structuré d'importation de produits stupéfiants, de sorte la cocaïne depuis Rotterdam et le shit depuis le Maroc via l'Espagne. Des amis, une clique de dealers qui commence à se déchirer pour le contrôle des affaires, à se tirer dessus à l'arme lourde. Toujours est-il qu'on est sur du très dangereux. Donc pour demain matin, on se réunit tous à 5h15 au groupement. Près de 300 hommes pour attraper une vingtaine de gangsters. C'est que demain, pour les gendarmes, c'est l'ultime étape d'une enquête complexe. Indique, écoute, filature. Ces dealers, ce sont des tonnes de drogue revendues, des voitures de luxe payées cash et de grosses sommes mises à l'abri ou investies à l'étranger. Ils ont entre 20 et 30 ans, ils sont riches, ils sont méfiants, mais n'ont peur de rien. L'un d'eux a même renversé et tué un policier espagnol avec sa voiture bourrée de drogue avant de fuir. Alors, pour cet énorme coup de filet, les enquêteurs ont fait appel au GIGN et au PI2G, le peloton d'intervention interrégionale de la gendarmerie, des pros de l'interpellation dangereuse. À leur tête, le capitaine Fabien. Quelques heures avant de frapper, il règle les derniers détails. Vous verrez avec les photos qu'on a, ce sont des bons gabarits, des gens qui sont adeptes des salles de sport. Donc voilà, des individus reconnus comme violents et déterminés. Leur cible principale, c'est cet homme, nous l'appellerons Jesse. Il a déjà fait de la prison pour trafic de drogue. Depuis, le voyou a échappé à 2 tentatives de meurtre. Il a 30 ans, un des plus vieux de la bande, une des têtes du réseau. Cette opération s'annonce délicate car Jesse est armé et sur les dents. Il y a 90% de chances qu'il soit là-bas. De l'armement, il y a de fortes chances qu'il en ait. S'il en a, il l'a à proximité. Quelques jours plus tôt, le PI2G a repéré le terrain, pris moult photos. Notre objectif est situé ici. Il est situé dans une résidence où il y a à peu près 4 bâtiments. L'objectif, escalier, 4e étage. 4e étage, on va arriver là-dessus. Fred, c'est cette porte qui grince. Donc il faut bien attirer rapidement pour éviter de faire trop de bruit. Dès qu'on entend du bruit à l'intérieur, même si on n'a pas fini d'installer le rider, on annonce gendarmerie.
de façon à ce qu'ils ne défouraillent pas à travers la porte. Le risque, c'est qu'ils vous tirent dessus, c'est ça? Voilà, d'où la nécessité d'insister sur le fait que c'est la gendarmerie. C'est quelqu'un qui a évité, qui a fait l'objet de 2 tentatives d'homicide, de règlement de compte. Il pourrait penser à une 3e. Le lendemain matin, alors que la ville dort, à la gendarmerie de Cannes, le pays de G s'équipe. Dans le silence, concentré sur sa cible. La journée commence tôt, elle leur réserve beaucoup de surprises. Rien ne va se dérouler comme prévu. Comment on se sent avant une intervention comme ça? Bah, il y a le palpitant qui monte, mais bon, tout va bien, on est serein. On se dit que ça peut tirer? Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. 5h45, départ pour un quartier périphérique de Cannes, dans une résidence plutôt chic. Voilà 2 ans que Jesse y possède un appartement. Il est censé dormir ici avec sa femme. Il a été vu la veille. Arrivé au 4e étage, silencieux, le commando va mettre en place un vérin hydraulique pour briser la serrure. Hommes dans un 3 pièces vite fouillé. Dans la chambre, il y a Cindy, la compagne, mais personne à ses côtés. Pas de Jesse. C'est bon, c'est bon. Il est où? On a besoin de savoir rapidement où il est votre conjoint. Je sais pas. Comment ça? Je sais pas. Il dort pas là d'habitude? Il est pas avec vous? Si. Bon, il est où là? Mais en fait, je sais pas. Où est-ce qu'il est susceptible d'être? Je sais pas, il m'a dit qu'il part avec un copain et... Avec qui? C'est qui? Je sais pas, il m'a dit je pars avec un copain, ne t'inquiète pas. Il est parti avec sa voiture, il est parti avec quel véhicule? Je sais pas je sais pas parce que moi j'étais là quand il est parti. L'homme a quitté le domicile il y a moins d'1 heure, parti sans son portable avec un ami. Pour le capitaine Fabien, c'est un échec. Vous êtes déçu? Oui, bien sûr. Mais bon, c'est pas fini. Ouais, il reste le Steph et la route. Les gendarmes trouveront une arme à feu et le téléphone de Jesse. Cindy, elle, part en garde à vue. Elle va bientôt livrer aux enquêteurs une information capitale. Pour l'unité d'élite, la traque continue. Direction le lieu de travail de Jesse, sa carrosserie. Problème, derrière la grille de Molos qui donne l'alerte. Il faut intervenir vite. Jesse vient ici tous les jours. Il vend ferraille et pièces détachées. Partout, des carcasses de voitures. Ce garage, il le partage avec 2 associés, soupçonnés eux aussi d'être au cœur du trafic. À l'intérieur règne un certain chaos. Pas un bruit. Les lieux semblent déserts. Chaque recoin va être fouillé avec prudence. Rien, encore une fois. Les chiens ont été neutralisés, mais dans la carrosserie, à part eux, personne. Les enquêteurs vont faire une perquisition. Il y a le chien qui va venir fouiller de la drogue, de l'argent, des armes. Vous, votre boulot est fini? Pour l'instant.
Là, on reste en alerte. Vu que notre objectif n'a pas été interpellé, on est en attente. Menotté arrive l'associé de Jesse, Joseph, la cinquantaine. Il vient d'être arrêté chez lui. La perquisition peut commencer. Joseph se présente comme un simple carrossier. Vous êtes ce qu'on appelle un délinquant, un bandit? Et moi? Ouais. Mais moi, monsieur, vous savez ce que je suis, moi? Je suis un travailleur. Vous savez, moi, regardez mes mains, je fais que travailler. Je suis dans l'atelier, je suis pas dans le bureau. Dans le bureau, c'est pas moi qui, c'est mon collègue. Et dans le bureau, les enquêteurs et leurs chiens vont faire quelques trouvailles. D'abord, un pistolet de petit calibre, puis un fusil, une Winchester et des plaques d'immatriculation. Je sais pas, vous savez. Ça n'est pas tout. Une plaquette. Plaquette de résine. Bon, là, il y a une plaquette de résine de cannabis. Regardez le chien, là, comme il a marqué comme un dingue. Bien. Il a déjà servi pour Winchester. Pourquoi vous voulez qu'elle ait servi? C'est pour découvrir, c'est pas pour... Je tue pas des gens. Hein. C'est juste pour décoration. Un fusil de décoration avec tout de même le chargeur plein. Joseph part pour 96 heures de garde à vue. Dans le faux plafond du bureau, les gendarmes ont aussi trouvé un contrat. Il concerne la location d'un box pour une voiture à 2 heures de route d'ici, dans les Bouches-du-Rhône. Peut-être une planque pour Jesse. Les gendarmes décident de s'y rendre. Cheveux blonds, en civil, c'est désormais l'enquêtrice Schmitt qui prend la direction des opérations. Voici 2 ans qu'elle décortique la vie et les activités illicites de Jesse. Elle ne connaissait pas ce box. À l'intérieur, une voiture, une familiale, mais rien d'autre. Les propriétaires du box ont été convoqués. En fait, il nous a loué ce garage il y a un mois, pour un an. Voilà, il nous a payé effectivement l'année complète parce qu'il nous a simplement dit que il avait peur de ne pas se souvenir des prélèvements. L'homme a payé cash 1 an d'avance. Sur le contrat, le nom du locataire ne dit rien aux gendarmes, mais la photo de ce passeport belge ne laisse pas beaucoup de doutes. Moi, je l'ai jamais vu, moi. Voilà. Ouais, mais attends, il se ressemble en tout cas ouais, sur les photos. Putain, mais Jean-Marc, tu m'as dit qu'il avait une bonne bouille. Je peux pas vous dire, moi, je veux pas vous influencer. Alors, non, mais c'est lui, il avait la barbe. Et la barbe, elle le montait plus. Ce box, c'est bien Jesse qui l'a loué avec de faux papiers. Arrive le chien, il cherche drogue et billets de banque. Bah pour l'instant, il n'y a rien à l'extérieur. On verra après à l'intérieur. Rien pour le moment, mais la voiture va être emmenée en lieu sûr pour être ouverte. Vous pensez que c'est le jackpot là-dedans ou pas? non, pour l'instant, on sait rien du tout. Voilà. Pour l'instant, je le sens pas. Voilà. On verra sur place tout à l'heure. L'enquêtrice Schmitt ne le sent pas. Et pourtant, cette berline familiale cache une sacrée surprise. Mais priorité à la traque de Jesse, juste à côté du parking visite chez son beau-père. Lui aussi est carrossier, il travaille dans ce garage. Il sait peut-être où se cache son gendre. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la gendarmerie, monsieur. Bonjour. Il est où? Il a Cannes, à sa carrosserie là-bas. Votre fille est en garde à vue. Donc, c'est pas elle qui est intéressante. C'est lui, il est où? Je m'en doute un peu, mais bon. Eh ben ouais. Moi, je suis... Philippe Portable. Ça, c'est un ami à moi à Paris, je viens de l'appeler ce matin pour une voiture. De Paris? Voilà, oui. Vous savez pourquoi on recherche votre gendre? Je sais qu'il fait des trucs, il s'est fait tirer dessus, donc il doit pas faire des trucs nickel. Hein. Voilà, je vous dis la vérité. Voilà. Oui, monsieur, vous me posez la question, je vous réponds de suite. Vous voyez bien que si on est là, c'est pas pour Si c'est fait tirer dessus, c'est pas pour n'importe quoi non plus. J'ai essayé d'en parler, mais il n'y a pas eu de dialogue, alors voilà. Aucune info. Jesse reste introuvable. Et vous pensez que votre cible sait que vous le cherchez? Non, je pense pas qu'il puisse le savoir là. Parce que les moyens de communication qu'il a ne sont pas ceux qu'il a habituellement et les gens pour le joindre, je pense que ça va être difficile. Mais bon, ça peut être une possibilité. Il est peut-être en fuite? Je pense pas. Je pense pas. Midi, coup de téléphone. Oui, allô?
Et bonne nouvelle, Oui. en garde à vue, la femme de Jessie vient de livrer un nouveau numéro, celui d'un portable acheté la veille par le garçon. Il l'a sur lui, les gendarmes viennent de le localiser. Il est en route vers le nord. Pourquoi je m'en doutais, ouais. À quelques jours du festival de Cannes, peut-être la Hollande et sa cocaïne, les enquêteurs décident d'attendre qu'il redescende, sûrement chargé de drogue. En attendant, à la gendarmerie, la voiture du box est fouillée. C'est le chien qui ouvre le bal. Il marche derrière. Attiré par l'arrière du véhicule, on lui ouvre le coffre. Dedans, un sac de sport. Il est rempli de cash. Énorme. C'est énorme l'argent qu'il y a là-dedans. La propriétaire du box est soufflée. J'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Vous êtes contente? Oui, c'est toujours une réussite. Disons que ça justifie un petit peu notre travail depuis des mois et probablement ce véhicule était préparé pour les Go Fast. Un Go Fast, un véhicule prêt pour charger et convoyer de la drogue. Habituellement de grosses voitures allemandes, voyantes. Celle-ci a des airs de voiture de monsieur tout le monde, ça n'est pas le cas. Ça fait voiture familiale d'aspect, mais comme vous pouvez le voir, c'est un V6, donc c'est un véhicule qui peut monter jusqu'à 245 km/h. Et à l'intérieur, on voit aussi un siège auto pour enfants. Ça, c'est un leurre également en passant à la frontière. Ça fait voiture familiale, hein. Donc on se dit, c'est une famille qui passe tranquillement. Ça, c'est le réservoir lave-glace. Bon, comme on voit là, il est découpé. Ça peut servir à introduire des bonbonnes de cocaïne ou d'héroïne. L'entrée est petite, mais ça peut contenir jusqu'à 1 kg. Qu'est-ce que c'est ça? Donc c'est 2 téléphones portables, donc conditionnés avec les batteries de rechange. C'est pour pas se faire repérer, essentiellement changer de téléphone régulièrement. Le sac plein de billets va passer entre les mains d'un expert de la gendarmerie. Des liasses, beaucoup de liasses et des élastiques sur lesquels on va tenter de prélever de l'ADN. Ensuite, il s'agit de compter l'argent. Et vous savez combien il y a sur la table? Non, là honnêtement, j'ai pas d'idée pour l'instant. Beaucoup. Beaucoup. Tellement qu'une machine a été empruntée à la banque d'à côté. C'est que la tâche est fastidieuse. Hop, j'ai oublié celui-là. T'es à côté. J'ai oublié de 10. Pendant plusieurs heures, compter, recompter, devant témoins, c'est la loi. Là, les propriétaires du box. 25 billets de 20. En attendant le procès où les accusés devront justifier de cette somme en liquide, l'argent va venir créditer un compte de la République. 44 billets de 10. S'il est avéré que cet argent vient du crime, il sera versé à une tirelire commune, police, justice, gendarmerie, des moyens qui serviront à financer la lutte anti-drogue. Alors 128 700 €. Ah, ça fait... Tu vois, j'ai tous les détails. Il y a 1878 billets de 10 €, 3796 billets de 20 €, et ainsi de suite. Pour un total qui a valu 130 000 € en espèces. D'accord. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est quand même une belle somme, 130 000 €. On peut acheter un appartement, on peut acheter beaucoup de choses avec ça. Ça leur fait mal, vous pensez? Oui, bien sûr. Délesté de 130 000 €, Jessie sera arrêté quelques heures plus tard par le GIGN à un péage alors qu'il rentrait chez lui. 4 heures du matin, gendarmerie de Mandelieu en banlieue de Cannes. Dans la voiture, il y a qui? Celui qu'on a cherché toute la journée. C'est une bonne nouvelle? Ah oui. Plus de 24 heures de traque. Si l'homme n'a pas pris la fuite, c'est qu'il n'était simplement pas au courant qu'il était recherché. Pour lui, c'est parti pour 4 jours de garde à vue. Le lendemain matin, la fouille de la voiture de Jessie n'a rien donné.
Elle porte les marques de l'intervention violente du GIGN, vitres brisées, mais à l'intérieur rien, ni produit, ni argent. Ça n'était pas un go fast. Malgré tout, les charges contre Jessie restent lourdes. Pour les enquêteurs, il est ce qu'on appelle un gros bonnet. C'est quelqu'un qui pèse, puisqu'on le retrouve au cœur de l'ensemble des infractions sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Trafic de stupes, mais également tentative d'homicide. Il a été plusieurs fois la cible de tentative d'homicide, de règlement de compte. Par ses copains, a priori? Par ses copains d'hier, hein, qui ne le sont plus en raison du gain alléchant. Des copains d'avant, aujourd'hui rivaux. En 24 heures, toutes les cibles ont été arrêtées. 20 personnes sous les verrous. Jessie, lui, jure être innocent. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non. Vous vivez de quoi, vous? C'est quoi votre vie? Je suis SDF. On entend parler de trafic de stupéfiants, ça vous concerne? Je sais pas. Ce que Jessie ne sait pas non plus, c'est que les gendarmes viennent de faire une belle prise. Dans un autre box, ils ont trouvé du hashish. Beaucoup. Un box loué au nom de Joseph, l'associé de Jessie au garage. Lui soutient n'être qu'un prête-nom. C'est ce que c'est? C'est ce que c'est pas des plaquettes pour se laver les mains, non? C'est pas du savon. Ces plaques comportent des logos. Vous voyez, là vous trouvez un D, là vous avez un 1. C'est une marque? C'est une marque de fabrique, comme Lacoste, comme Nike ou n'importe quoi. Ça permet de définir un producteur et la provenance du produit. Il y a combien là? Il y a combien de kilos? En quantité, il y a environ 70 kilos. Ça fait beaucoup d'argent. À la revente, ça représente quoi? Peut-être entre 200 et 250 000 euros. Et ça allait où ça? Dans la rue, ici. Ça allait approvisionner le marché, le bassin canois en fait. Revendu dans la rue par les dealers. Troisième jour de garde à vue, vous sentez comment? Toi, tu sens comment? Les taux se resserrent autour de Jessie et ses comparses. Il va être présenté au juge. Vous pensez que vous allez sortir bientôt? On va demander ça au juge. Peut-être demain ou après-demain. Pas sûr. L'homme sourit, mais il risque 30 ans de prison. Au final, cette affaire, c'est un très gros réseau démantelé et des saisies en masse. Des villas, des comptes bancaires, 400 000 euros en liquide, près de 200 kilos de hashish, 5 de cocaïne pure. Sur la croisette, la fin d'un joli festival de Cam. Voilà, et retour dans notre parking mystérieux avec vous. Stéphane Gatignon, vous êtes le maire de Sevran, vous êtes conseiller général, vous étiez communiste, vous êtes maintenant Europe Écologie. On vient de voir ce reportage et vous écrivez un livre qui s'appelle Pour en finir avec les dealers. Et je vais reciter 2-3 chiffres justement sur ce que, vous le citez dans votre livre, sur ce que rapporte l'argent de la drogue à ceux qui en vivent, hein, qui en font trafic. C'est environ, d'après des chiffres qui sont quand même relativement officiels, hein, c'est 500 000 euros par an pour 700 à 1000 grossistes. C'est 80 000 euros par an pour 6 000 à 13 000 revendeurs. Et c'est 7 à 800 euros par mois pour 100 000 dealers. Là aussi, ça fait beaucoup d'argent. Comment ça se passe dans votre ville, à l'échelle de Sevran? Ce trafic, vous le constatez, vous le voyez? Bien sûr, aujourd'hui, une ville comme Sevran, malheureusement, fait souvent l'actualité sur des règlements de compte. Donc les gens, aujourd'hui, partout dans le pays, voient souvent Sevran après des règlements de compte. Voilà, donc on a des gens qui, aujourd'hui, se font tirer dessus en ville parce que des groupes, des gangs, en fait, règlent leurs comptes pour obtenir des points de deal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, les points de deal se vendaient, c'est-à-dire qu'il y avait un pas de porte. Souvent, suivant le chiffre d'affaires du point de deal, c'était entre 25 et 50 000 euros. Le pas de porte était vendu. On rachetait un pas de porte comme un commerce normal. Absolument. C'était tarifé. C'était tarifé, suivant le chiffre d'affaires, comme pour un commerce. Et on pouvait céder, voilà, on avait fait du deal à un endroit, on cédait sa place, son emplacement, et on trouvait un repreneur. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, moi, il y a une tour à Sevran, qui est le 1 à la Pérouse, dans le quartier Baudot, où le préfet lui-même m'a écrit en disant qu'il estimait 30 000 euros au jour le chiffre d'affaires de la tour.
Voilà. Donc vous avez... dans les cages d'escalier. Dans les cages d'escalier. À faire de la revente de drogue. Voilà. De cannabis, hein. Chez nous, c'est 95%, 90% c'est du cannabis. Et là, vous dites avant, on rachetait, maintenant, on rachète, on défouraille, maintenant, on tire. on tire. Alors, c'est lié à quoi? C'est lié aussi à une société. Il y a plusieurs phénomènes, mais c'est lié au fait que la société française implose aujourd'hui, à tous les niveaux, qu'il y a tout un tas de règles qui sont en train qui n'existent plus, y compris dans les quartiers et dans les relations entre les individus. C'est lié au fait qu'on est une société violente, c'est lié au fait aussi que le marché, notamment de cannabis, est aujourd'hui saturé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nouveaux points qui s'ouvrent. C'est-à-dire que, y compris, donc, on est dans un marché saturé. Donc, il faut s'échanger au début, on se revend les lieux de deal, mais maintenant, on défouraille pour les récupérer. C'est un marché énorme. Ce qu'il faut bien comprendre, le marché du cannabis, c'est qu'on est dans une consommation de masse, contrairement à la cocaïne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même, vous n'avez pas dit, mais il y a 12 millions de personnes officiellement qui ont essayé de consommer du cannabis. Il y a 4 millions de personnes qui consomment plus ou moins régulièrement, donc une fois par mois à peu près. Il y a 1 800 000 qui consomment chaque semaine. Et il y a 550 à 600 000 personnes qui consomment tous les jours. C'est beaucoup de monde. Donc c'est beaucoup concerné. Bon, la cocaïne, c'est 250 000 cocaïnomanes. Donc vous voyez, ça... Bon, vous dites qu'il y a beaucoup de règlements de compte. Et c'est vrai qu'on a relevé, je regardais dans l'actualité, ces derniers mois, à Sevran, il y a eu pas mal de... Toutes les semaines, en ce moment, il y a quasiment en France des règlements de compte et des morts, que ce soit dans toutes les zones du pays. Là, et qui peuvent toucher de façon quelquefois spectaculaire, comme on le disait tout à l'heure, à Villepinte, où il y a eu un môme qui s'est fait comme ça tirer dessus par peut-être une affaire de drogue, en tout cas chez lui, devant ses parents. Enfin, chez lui. Bon, il s'est fait assassiner comme ça. Bon. Et à Sevran, il y a eu d'autres affaires qui touchent souvent des jeunes. Ce sont les jeunes qui sont touchés, enfin des jeunes, des 18-20 ans. On a une évolution aussi. Avant, c'était beaucoup des gars de l'immeuble et qui connaissaient les gens qui habitaient l'immeuble, qui faisaient le trafic en bas. Et donc, ils connaissaient les gens. Ce qui a accru aussi le sentiment d'insécurité et de violence et de tension qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus forcément des gens de la cité. Des gens de l'extérieur qui viennent prendre possession de la cage d'escalier. Non, pas du tout. Des gens de l'extérieur qui vont venir, c'est les petits dealers qui touchent entre 800 et 1400 euros par mois, ce qu'on disait. C'est les petits, donc, ces gens-là viennent bosser à la journée. Et donc, ils sont payés à la journée ou à la semaine, mais ils connaissent pas les gens du quartier. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour rentrer, il y a des halls où les gens sont obligés de présenter leur carte d'identité pour rentrer chez eux. Parce qu'en fait, ils sont pas connus des gens qui tiennent en bas. Ça, vous le voyez chez vous? Ça existe chez nous, mais ça existe à Sevran, comme ça doit exister dans le sud. Quand on a vu notamment quand ils font la grande sédie des 70 kilos, c'est vendu dans des cités du sud de la même façon. Vous allez au-devant de ces mômes, de ces jeunes, de ces habitants, pour certains. Vous êtes audible, vous, le maire? Il faut comprendre. Enfin, aujourd'hui, on est dans une situation où je pense qu'on n'arrive plus à tenir. Je veux dire, aujourd'hui, y compris un préfet comme le préfet de Seine-Saint-Denis dit « je fais la guerre aux dealers ». Et d'ailleurs, les scènes qu'on a vues dans le reportage font plutôt penser des fois au Mexique qu'à la France. Quand on voit l'intervention, nous on a les interventions du GIR, là c'est de la gendarmerie, donc on est quand même dans des propos très, très durs. On fait la guerre. Moi aujourd'hui, je suis contraint de demander au préfet une intervention massive. Le préfet, c'est le préfet Lambert, c'est un homme de confiance de Nicolas Sarkozy qu'il a mis dans le 9-3 pour faire de ce département un test de sa politique contre la drogue. Voilà, aujourd'hui on est obligé de demander une présence massive de la police, et moi je demande une présence massive dans des quartiers quand il y a des règlements de compte comme ça, pour faire force d'interposition entre les groupes. Ça veut dire qu'il faut une présence massive pour éviter que les gens se règlent des comptes aujourd'hui. Entre bandes. Entre bandes. Entre trafiquants. Entre trafiquants pour récupérer. Il faut juste simplement se mettre entre les deux pour éviter qu'il y ait trop de massacres. Il faut que la police, exactement, c'est une force d'interposition. Comme demain, on va demander l'armée, les casques bleus. Absolument. Mais sinon, il y a des règlements de compte qui se font dans la rue. Ça s'est produit à Sevran récemment en pleine journée entre une moto et une voiture. Les mecs qui sont sortis, ils se sont tirés dessus dans la rue ou dans les halls d'escalier ou en plein jour. Les gens sont terrorisés. Et donc aujourd'hui, face à ça, les gens chez vous, à Sevran, les gens qui habitent là, ils ont peur. C'est normal, ça se passe. Vous avez qu'à demander aux enseignants qui sont dans l'école à côté, parce que la vie est continue. On est dans des mondes parallèles, donc la vie est continue et c'est normal. Mais il y a des gens qui ne vont qu'à leurs occupations et en même temps il y a ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? De moi, je pense, de me battre et d'essayer d'obtenir des... Le problème aujourd'hui, c'est que face à tout ça, je pense que plus personne maîtrise, y compris le préfet Lambert, qui est en guerre depuis 1 an contre les trafiquants. Bilan en Seine-Saint-Denis. Ils mettent des moyens quand même, ils ont mis des moyens quand même sur le... On met des moyens, mais en même temps, ils vident la mer à la petite cuillère. Ça veut dire que quand on démantèle, y compris le réseau qu'on a vu à Cannes, c'est-à-dire que certainement, dans 1 mois, peut-être même pas, il y a un autre réseau qui va prendre la place. Et donc aujourd'hui, dans un hall d'immeuble, vous démantelez un réseau, il y en a un autre qui prend sa place.
Alors, je rappelle votre livre, ça s'appelle Pour en finir avec les dealers, hein, et qui est un cri aussi d'alerte sur ce qui se passe dans vos villes, dans nos villes, et avec une idée effectivement qu'il sous-tend, je disais, qui était de dire, puisqu'on n'y arrive pas, autant sortir de cette prohibition. Alors, on parlait des jeunes, et de ce qui se passe justement de ces jeunes qui font les guetteurs au bas des tours et qui peuvent être victimes aujourd'hui de règlements de compte de façon assez régulière. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi ces règlements de compte? Samuel Humez, Antoine Husser et Anne Cohen sont donc allés enquêter. Les quartiers nord de Marseille. David Reverdy les arpente depuis des années. Ce policier, délégué syndical, a bien voulu nous servir de guide dans ces cités où sévit une guerre entre trafiquants. Là, ici où il y a les fleurs. Tir de Kalachnikov à la voiture. Au bord de cette route, en pleine journée, un homme a été tué d'une rafale de fusils mitrailleurs. Et 500 mètres plus loin, un autre exemple. Ici, là, sur le milieu de la chaussée, on a enregistré un règlement de compte sanglant parce qu'il y a eu énormément de douilles de tirées de différents calibres. Et quand on s'approche d'un de ces hôtels improvisés, on découvre que la famille du défunt est là, qui monte la garde. Je veux pas que mon cousin on respecte ton cousin. Non, y a pas moyen. En quelques secondes, une dizaine de jeunes nous encerclent. Impossible de dialoguer. Ici, la loi du silence règne. Là, les caméras qui vont finir à la poubelle. Tu peux pas nous dire ce qui s'est passé? Non, il s'est passé quoi? Tu as bossé à qui, quoi? Tu veux savoir quoi? Eh ben, tu n'as qu'à regarder les informations. Non, tu es au courant de ce qui s'est passé que tu viens filmer. Eh ben, il s'est rien passé du tout. Pourquoi faire? Ça s'est passé maintenant. Vas-y, je vais te prendre ta caméra publique, camion, là, je vais la revendre. Vas-y, je vais me faire des sous sur le compte, là. Vas-y, allez. Depuis un an à Marseille, 14 morts sur fond de trafic de drogue et des victimes de plus en plus jeunes. Un fait divers a marqué les esprits plus que tout autre. L'histoire de Jean-Michel, dit Michou, abattu à l'arme de guerre dans sa cité en novembre dernier. Il avait 16 ans. Avec notre policier, nous sommes retournés sur les lieux du meurtre. Ici, dans le quartier du Clos-la-Rose. 7 mois après le drame, sur les murs, les stigmates de la fusillade sont toujours là. Voilà, donc on arrive au fameux bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est les impacts de Kalachnikov et de balles qui ont été tirées. La vitre était, bien sûr, tout était cassé. Il y avait pas mal de dégâts sur le lieu. Une stèle à la mémoire du jeune homme a été posée au pied de l'immeuble, à l'endroit même où il est mort. Il est minuit ce 19 novembre 2010, lorsque 2 voitures s'engouffrent dans la cité. À leur bord, un commando masqué armé de Kalachnikov. Il tire une première rafale sur Jean-Michel, assis devant ce mur. Il s'effondre et meurt quelques minutes plus tard. Les tueurs contournent le bâtiment et tirent une seconde rafale devant ce hall, au moment où un garçon de 11 ans sort de l'immeuble. Il est grièvement blessé. Pour les enquêteurs, aucun doute, c'est un règlement de compte lié à la drogue. 4 mois plus tôt, un trafic de cannabis avait été démantelé au même endroit. Le lendemain du décès, malheureux, parce que ça reste un mineur et qu'on est tous sous le coup de l'émotion malgré tout, le trafic reprenait, puisque tout le monde avait repris sa place. Soudain, David Reverdy s'interrompt. Un adolescent surgit de la cage d'escalier. Non, filme pas. T'inquiète pas. La famille est au courant, il n'y a pas d'histoire. On n'est pas là pour remuer la merde. Lève ta caméra, tu comprends plus. Il est à peine 7 heures en ce samedi matin. Le jeune homme s'installe tranquillement à son poste, sur cette chaise juste en face de l'immeuble. Tu peux nous dire pourquoi t'es là à 7 heures du matin Travail, c'est ton bateau. Hein T'attends ta tante? Mais 7 heures du matin, c'est quand même étonnant. On va aller sur les courses. Il ne prend même pas la peine de nous convaincre. Ici, tout le monde sait ce qu'il fait. Et le policier nous le confirmera, c'est un guetteur. Des chaises comme la sienne, il y en a à chaque entrée de la cité. En toute impunité, c'est même écrit dessus. Le travail des guetteurs, prévenir les dealers quand la police arrive.
Un job confié aux plus jeunes pour 50 à 100 € par jour. Jean-Michel a-t-il été tué parce qu'il guettait ce soir-là? Dans la cité, les habitants se posent la question et vivent dans la peur de ces règlements de compte. Moi j'ai mes propres enfants qui veulent même pas que je reste là. Pourquoi? Parce qu'ils me disent une balle perdue, tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça peut arriver. Maintenant, on se croirait dans les gangs en Amérique presque. On en arrive presque là. On vit avec la peur de se faire tuer. Moi, pourtant, j'ai rien à voir, mais c'est un quartier chaud. Moi, je veux partir. Partir à l'autre bout de Marseille. C'est dans cette cité paisible que les parents de Jean-Michel ont trouvé refuge juste après le drame. Hantés par sa mort, ils ont tenu à s'éloigner de leur ancien quartier. Pour témoigner, Georges porte une photo de son fils sur son t-shirt. On ne peut pas ouvrir les fenêtres et on sait que notre fils a été tué, assassiné, sous notre fenêtre. Vous feriez quoi? On serait obligé de partir. C'est un crack. Et c'est plus tranquille ici. Aujourd'hui, ils veulent à tout prix protéger la mémoire de leur fils. Pour eux, Jean-Michel était un garçon calme, bon vivant, fan de foot et de boxe thaï. Un adolescent ordinaire, loin de la réputation de voyou qu'on lui prête depuis le drame. Il sortait, oui, il sortait, il allait en boîte, il allait dans des soirées, il allait au cinéma, mais voilà quoi, c'était pas un dealer. Et il ne restait jamais en bas? En bas, il ne restait... Il discutait en bas avec ses collègues, comme on vous dit. Alors, il est à la maison, il descend, comme moi je descends dehors, je vois un ami, comment tu vas, voilà, il discute entre eux. Et à cette occasion-là, il ne pouvait pas avoir de mauvaise fréquentation et être entraîné dans quelque chose de... Non, non, parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait, donc il n'était pas comme ça. Quand il descendait, il se mettait devant la fenêtre, il s'assoyait sur le petit muret, ils écoutaient la musique, ils discutaient entre eux, puis après ils remontaient. Des parents incapables de voir leur fils autrement que comme une victime innocente. Pourtant, selon les enquêteurs, Jean-Michel avait bel et bien le profil d'un guetteur. Et c'est pour cela qu'il aurait été tué, d'après Jacques Dallest, procureur de la République à Marseille. En s'attaquant à un petit maillon du trafic, les tueurs ont sans doute voulu intimider le réseau tout entier. Aujourd'hui, on va tuer parce que c'est un ennemi, que c'est un dealer, c'est un revendeur d'un clan adverse qu'il faut exécuter pour montrer qu'on est maître chez soi. C'est pas tellement le préjudice financier, c'est l'idée que tu m'as manqué. Tu m'as trahi, tu es un ennemi, et donc je perds la face, et pour ne pas perdre la face, je t'exécute. Vous voyez la logique? Et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que le mobile, le motif, est sans rapport avec la gravité des faits. Au Clos la Rose, Jean-Michel serait donc mort pour quelques kilos de cannabis. Mais comment expliquer que l'on tue si facilement dans ces quartiers? Nous sommes allés voir un expert en affaires criminelles à Marseille, Maître Benedetti. Il est avocat et défend des auteurs de règlements de compte. Pour lui, les victimes et meurtriers ont des parcours similaires. Aujourd'hui, les auteurs des crimes ont le même profil que les victimes, des profils de jeunes individus qui sont en marge du système scolaire, en marge de l'insertion professionnelle, qui, pour la plupart, n'ont pas des casiers judiciaires fournis. On n'a pas conscience du fait qu'on ôte la vie. On appuie sur un pistolet mitrailleur un peu peut-être comme dans un jeu vidéo, et on se rend compte après coup des dommages qu'on a causés. Les jeux vidéo et le cinéma comme source d'inspiration, avec un modèle qui fascine les apprentis criminels dans ces cités. Le film Scarface et son héros Tony Montana, truand survolté, adepte du fusil mitrailleur. Vous avez le parrain qui existe en jeu vidéo, vous avez l'ascension de Tony Montana qui existe en jeu vidéo, où le but du jeu c'est d'éliminer les concurrents. Et vous éliminez les concurrents avec des kalachnikovs, avec des grenades, avec des Uzi. Et finalement, c'est ce qu'on voit dans nos quartiers. Du virtuel au réel, il n'y a qu'un pas.
Comme à Villepinte, près de Paris, où en avril dernier s'est déroulé un scénario digne d'un polar américain. Dimanche, 5 h du matin, 4 hommes cagoulés entrent dans la maison de ce père de famille en se faisant passer pour des policiers. Ils rassemblent les parents et leurs enfants dans le salon, puis vont chercher le fils aîné dans son lit. Ils obligent le garçon de 21 ans à s'agenouiller et, sous les yeux de sa famille, l'exécutent de 3 balles dans le corps. Ce meurtre et son effroyable mise en scène bouleversent l'opinion publique, jusqu'aux élus. C'est la première fois qu'il m'arrive de serrer dans mes bras un père qui a vu son fils se faire assassiner. Donc oui, je suis ému. Des commandos prêts à tout, armés jusqu'aux dents. Une dérive inquiétante pour les policiers. Nanterre, siège de la Brigade nationale de répression du banditisme. Le commissaire Sébastien Lothar est l'un des spécialistes de la lutte contre le trafic d'armes. Et il a du boulot. Voici l'artillerie que ces équipes dénichent dans les cités sensibles. Des pistolets automatiques, un lance-roquettes et la nouvelle tendance, la Kalachnikov. Elle déferle des Balkans depuis les années 90 et aujourd'hui, elle circule dans les banlieues pour à peine 1 000 €. Il y a effectivement des réseaux, des filières d'approvisionnement qu'on s'attelle à identifier et à éradiquer. Et il y a aussi surtout une demande très forte de la part de ces jeunes qui veulent le mythe de la Kalachnikov, avoir la possession du mythe de la Kalachnikov, comme ils ont pu le vivre en utilisant des jeux vidéo. Ils veulent le vivre maintenant, l'avoir en main pour l'utiliser sur les affaires à eux, qu'elles soient des affaires de braquage ou des affaires de règlement de compte. Une arme très dangereuse, il suffit de regarder la taille du calibre pour s'en convaincre. Et ensuite on va comparer avec une cartouche de 9 mm pour une arme de poing classique. Voilà, je pense que là c'est la mort au tournant, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce type d'arme qui pénètre dans un corps humain, c'est des dégâts irréversibles. Ces armes se retrouvent désormais entre les mains de gamins. Comme ici dans cette cité d'Argenteuil. En décembre 2007, 5 jeunes, pour la plupart mineurs, ont fait feu sur un homme de 28 ans. Ils viennent alors de monter un trafic de drogue. Mais à la suite d'une livraison, ils s'estiment escroqués par leur fournisseur. Pour obtenir réparation, ils la tirent dans leur repère, une cave aménagée au pied de leur immeuble. Sur place, la tension monte jusqu'au coup fatal. Le chef de bande tire à bout portant sur la victime, avec ce Browning acheté au puce pour 400 €. Pris de panique, les 5 jeunes enterrent le corps dans un parc, à 200 mètres de la cité. Le cadavre mal enfoui est découvert quelques jours plus tard par un promeneur. Comment expliquer une telle dérive? Hayat est la mère d'un des 5 criminels. Son fils Selim purge une peine de 15 ans de prison pour complicité d'homicide volontaire. Elle habite toujours la cité, à quelques pas du lieu du meurtre. Une cave où Selim et ses copains s'enfermaient tous les soirs. Aujourd'hui encore, Hayat est incapable de comprendre ce qui s'est passé. Je sais qu'il y avait un local avec une télé, un fauteuil, une PlayStation. C'était un petit coin pour les petits jeunes de la cité, mais bon, pas spécialement mon fils, hein, il y avait beaucoup de jeunes. Mais nous, on n'avait pas le droit de rentrer, les mamans, surtout pas. Pourquoi? Surtout pas. Parce que c'est leur territoire à eux. Ils s'amusaient entre jeunes, et puis voilà. Et alors, vous ne vous inquiétez pas? Bah non, pour moi, c'était une salle de jeu. Ah, moi, j'étais contente, au contraire. J'ai dit, ils sont pas loin de la maison, ils sont à côté, non. Moi, j'ai rien vu venir du tout. Cette ancienne auxiliaire de vie a éduqué seule ses 6 enfants, comme elle a pu. Ouais, ça c'est la dernière photo que j'ai de lui, étant grand. Il a quel âge là? 17 ans. Avant la prison, Selim était en terminale. Un adolescent sans histoire, mais déjà attiré par l'argent facile. Puis c'est l'engrenage. En 3 mois, Selim et ses copains s'improvisent dealers, montent leur petit trafic. Pour se faire respecter par les plus grands, ils se donnent des airs de caïd. Attendez, si vous arrivez dans la cité, vous vous laissez faire, c'est tout de suite, vous êtes
un petit peu heureux et tout ça. Eux, ils voulaient pas faire montrer qu'ils avaient peur, peut-être. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Bah, d'après moi. Moi, je vois pas d'explication. Et pourquoi ils avaient une arme? Bah, pour jouer les durs. Enfin, des durs, si on veut. Hein. Attendez, au tribunal, ils pleuraient tous. Hein. Ouais. Ils pleuraient tous, hein, comme des bébés. Hein. J'y étais. Hein. Ils demandaient tous pardon et ils n'avaient même pas la conscience de ce qu'ils avaient fait. Mais pour une affaire élucidée et jugée, combien d'autres où les auteurs courent toujours? À Marseille, 7 mois après la fusillade du Clos la Rose, l'enquête piétine. Sans relâche, les parents de Jean-Michel demandent des nouvelles à leur avocate, dans l'espoir qu'on puisse enfin retrouver les assassins de leur fils. Là, pour l'instant, on est toujours dans le cadre d'une instruction qui est ouverte contre X, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne nommément visée, en tout cas suspectée. J'ai la rage. J'ai les nerfs parce que je veux qu'ils soient arrêtés, ces gens-là. Et je veux qu'ils payent toute leur vie. Parce que mon fils, il méritait pas ça, quoi. Je suis à bout. Je suis énervé. À Marseille comme ailleurs, difficile pour les policiers de résoudre ces meurtres. Par peur ou pour protéger les tueurs, l'omerta règne sur les quartiers. Voilà, et nous voici dans un très beau décor avec vous, Bruno Mesrine. Bruno Mesrine, le fils de Jacques Mesrine. Et là, on est à l'écluse des Récollets, pardon, sur le canal Saint-Martin. Je remercie d'ailleurs les canaux de Paris qui nous laissent être là à cette heure-ci. Mais voilà, c'était pour faire polar aussi dans l'ambiance. Je vois qu'on garde bien l'habitude aussi de toujours prononcer Mesrine au lieu de Mérine. Bon, ah oui, il y a un débat là-dessus. Ah, c'est plus qu'un débat, c'est une guerre. C'est une guerre parce que quand on dit Mesrine, c'est quoi? C'est les flics qui vous appelaient Mesrine? C'est les flics et les journalistes en fait. D'accord, donc ça... Comme quoi ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Votre père, vous ne l'avez pas connu parce que vous avez été élevé par votre grand-mère, je crois. Oui, par sa mère, oui. Et en fait, oui, par sa mère, et c'est à l'âge de 8 ans que vous l'avez découvert. Oui. En prison, au parloir. Qu'est-ce que ça fait quand on a 8 ans d'aller voir son père? Bah déjà, ce qui m'a impressionné, c'est l'escorte des gardiens. Bon, j'ai été escorté par 6 à 7 gardiens pour un seul petit bout de chou comme moi ou comme ça. Alors déjà, j'étais très impressionné. Après, il y a la fouille. La fouille, c'est très spécial. La première fois, ça s'est, je dirais, correctement passé. Ça a été digne. Il y a eu d'autres fois où ça a été beaucoup moins digne, où on m'a mis à poil, etc., où c'était beaucoup moins sympathique. Un môme de 8 ou 9 ans? Oui, c'est ça les quartiers de sécurité. Parce que ces gens-là, à l'époque, au nom de la super sécurité, pouvaient penser qu'un petit gamin comme moi... Vous pourriez être le porteur de quelque chose. Oui, d'amener une âme aussi. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore devant mon père et qu'après, il y a 3 vides blindés qui nous séparent. Donc je risque pas de lui donner grand-chose. En fait, dans toutes ces visites, en fait, j'ai jamais pu le toucher. Voilà. Et on va voir quoi? On va voir un héros ou on va voir un voyou? Non, moi au départ, donc j'arrive dans cette petite cabine où la rencontre va avoir lieu. Moi au départ, je suis comme ça. Hein. Je suis pas comme ça parce que c'est l'ennemi public numéro 1, mais vraiment pas du tout. Je suis comme ça parce que je vais voir mon père, j'ai 8 ans, et je ne sais pas si je vais plaire à mon père, en gros. Je me dis, j'espère que... Vous êtes un fils qui va voir son père, tout simplement. Uniquement, voilà. Vous voulez lui plaire. Voilà. Mais de toute façon, j'ai mis très longtemps à avoir des contacts avec lui sur le rapport de son métier. Moi, au départ, je vais voir papa. Donc au départ, je suis très fier au milieu, devant les 3 vides blindés, je l'attends. Et tout d'un coup, je l'entends dans les couloirs et je l'entends gueuler. Et je l'entends dire, allez, vous allez vous dépêcher, j'ai quand même rendez-vous avec mon fils aujourd'hui. À partir de là, je suis devenu blanc, mais blanc de blanc. Et là, effectivement, il m'a fait peur. Il m'a fait peur dans le sens de... Qu'est-ce que je vais dire à ce père que je revois avec autant d'années? Vous savez, c'est très compliqué de redécouvrir un père. Bon, vous n'avez pas été déçu par le père que vous avez... Ah mais non seulement je l'ai trouvé magnifique, beau, un beau mec, une prestance impressionnante. Et il a été d'une gentillesse, je dirais, dès les premières secondes, parce que moi je m'étais un peu caché sur le côté. Vous êtes un fils de 8 ans qui voit son père pour la première fois et vous êtes amoureux de votre père et vous ne pensez qu'à lui plaire. Je suis amoureux du père potentiel que je peux voir. Du père potentiel. Après, vous allez le revoir de 8 à 16 ans ou à 15 ans. Après, il faut qu'il me plaise. Bien sûr, mais vous allez le revoir régulièrement, plusieurs fois, j'imagine, dans différents parloirs. Est-ce que ça chemine dans votre tête? Est-ce que vous dites quand même, il fait des trucs... Là, ça accélère très vite. Oui. Donc je demande à ma grand-mère ce qu'elle a réellement fait. Ma grand-mère a toujours des phrases assez gentilles en disant, tu sais, ton père, il a fait beaucoup de choses, mais il n'a rien fait de mal, il n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Voilà. Et vous lui en parlez à lui de ce métier de voyou? Et moi, pratiquement jamais, non. Jamais. Mais les questions sont énormes.
Mais les questions sont tellement énormes que j'ose même pas le déranger sur ce genre de sujet. Lui, il n'arrête pas de me parler de ce que je fais à l'école, si je travaille bien, quel est mon... Et il vous dit de pas tourner mal. Ah, mais il me dit surtout de bien travailler à l'école, d'être très sage avec ma grand-mère, d'avoir une bonne éducation, de ne pas faire de bêtises dans la vie, etc. Et moi, à partir de là, on parle que de choses, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque parloir, je suis un peu son bol d'air, en fait, voilà. Je suis un espèce d'espace de liberté. Bon, alors, vous êtes quand même dans le civil. Quand vous n'êtes pas à la prison et au parloir, vous appelez Mérine. Pas toujours, oui. Vous appelez Mérine. Oui. On vous considère comment? On vous parle comment? Est-ce que vous êtes un peu idéalisé par les autres ou est-ce que c'est très compliqué. Est-ce que c'est un nom dur à porter? Mon père avait la cote, en fait, dans le grand public. Mais pour moi, je n'ai pas vraiment, en plus, vécu vraiment comme ça. Parce que j'ai toutes les périodes où on ne savait pas qui j'étais. C'est-à-dire que j'avais deux vies dans la même journée, en fait. Les journées où j'étais avec ma grand-mère ou mon voisinage, tout le monde savait qui j'étais. Là, c'est pas un gros souci parce que ces gens-là, la plupart avaient connu mon père étant jeune et après. Alors qui à l'école, on ne savait pas qui c'était, qui vous étiez, vous aviez un autre nom? À l'école, j'avais un autre nom, oui. Dans presque toutes les écoles. Les gamins jouaient à mon père dans le cours de récréation. Tous les gamins étaient fous de mon père. Moi, j'étais comme les autres gamins. Il n'y a pas de raison. Et vous jouiez à Mérine aussi? Je jouais à Mérine. Sans leur dire que vous étiez Mérine. Voilà, c'est ça le problème. Ah oui, c'est assez particulier. Comment voulez-vous que je me retrouve pas de chaque côté un peu bloqué? Vous en êtes fier de ce nom aujourd'hui? J'ai pas en abaron de toute façon pour commencer, parce qu'il a peut-être totalement, je dirais, déconné sur l'éducation de ses enfants, sur de ne pas les avoir surveillés, de ne pas avoir été là en fait, de ne pas avoir été présent. Mais en attendant, voilà, il est resté dans l'histoire. Merci en tout cas d'être venu ici le long de ce canal pour nous raconter votre vie et l'histoire de votre père. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, avec une mention particulière cette fois-ci pour Audrey Goutard qui est la spécialiste des questions de police à France 2 et qui nous a aidés. Je remercie bien sûr tous ceux qui m'ont aidé à la préparer, que ce soit Philippe Visserias ou Gilles Delbos à la rédaction en chef, que ce soit Philippe Lallemand à la réalisation des plateaux, Fanny Rose Conquis à la préparation de ces belles plateaux. Je remercie les studios du Landy pour le parking qu'ils nous ont donné comme décor, les écluses et les services de Paris. Je vous dis que vous disposez bien sûr toujours de notre site internet pour nous faire part de vos critiques et de vos suggestions, que la semaine prochaine, vous retrouverez Yves Calvi pour Mots croisés, que nous, dans 15 jours, nous serons juste le jour où commencera la véritable instruction de l'affaire Strauss-Kahn à New York. Et donc, nous consacrerons toute l'émission au fond du dossier. Voilà, mais la soirée n'est pas finie et je vous laisse bien sûr avec le journal sur France 2.